Et on est live, on est live. Est-ce qu'on est bien live? On est bien live. Est-ce que le chat est prêt? Le chat est prêt. Est-ce que le nom est le bon? Le nom est bon. Il me reste donc plus qu'à vous souhaiter bonsoir. Bienvenue dans le 3e numéro déjà de Sackos Catch. Et Sackos Catch avec Declan. Alors, Declan parle. Oui, je confirme, on t'entend. On t'entend tout de suite. C'est magique. C'est magnifique. C'est magnifique. On entend. J'aime beaucoup la bio de la semaine. oui, honnêtement, j'ai pas d'idée. J'avais pas d'idée. J'avais pensé à une vanne qui était pas mal, qui m'avait fait marrer, mais comme je suis le cinéma entre temps, j'ai complètement. Au 4e numéro, tu peux faire abonnez-vous pour payer le coiffeur à Declan. Ah ouais, pas mal. Il y en a besoin. Je sais pas si tu vois la tignasse, mais il y en a besoin. Ah oui, totalement. Moi, pour la petite histoire, ma chère tante m'a coupé les cheveux, mais en fait, à la base, j'étais pas censé être rasé sur les côtés, c'est juste qu'elle s'est plantée, et du coup, il y a eu ça qui est arrivé. Donc j'aurais eu le choix entre le talent de Bryan Danielson et sa coupe de cheveux, et bah du coup j'ai la coupe de cheveux. Mais bon, c'est pas exactement la même, donc avec un peu de chance j'ai un peu de son talent aussi, mais bon, ça pour le coup faut monter sur le ring, et après le confinement c'est plus trop possible. Eh ben, qu'avons-nous au programme ce soir? Declan, vas-y, vends-moi du rêve. Alors qu'avons-nous au programme ce soir? Beaucoup de WWE, un petit peu de AEW, un petit peu de Ring of Honor, un petit peu d'Impact Wrestling également, un petit peu de NJPW aussi. Oh, il y a pas mal de choses, mais il n'y a pas vraiment de gros sujets, mais il y a beaucoup d'informations quand même. Donc il y a quand même pas mal de choses à parler. Après, de toute façon, faut être entre guillemets honnête, pour l'instant, la Ring of Honor et la AEW, c'est un peu la même. Hein. C'est pas faux. C'est un peu la même. En fait, cette semaine, il n'y avait pas vraiment de très gros sujets en fait. Il y a quand même beaucoup d'informations, mais c'est pas mal de petits sujets. Donc il y a beaucoup de contenu et beaucoup d'informations à faire passer. Eh bah écoute, Declan, envoie le déclanatron, on attaque. On va commencer avec l'info triste de la semaine. Oui. À chaque fois qu'il y aura une info triste, on essaiera de commencer avec ça, comme ça Oui. On parle de ce qui est un peu plus sympatoche. L'info triste de la semaine, c'est le décès de Jerry Jarrett, le père de Jeff Jarrett, qui est décédé à l'âge de 80 ans, qui est surtout connu plus en tant que booker, fondateur de compagnie, plus que catcheur, même s'il a quand même eu une belle carrière dans le catch. Jerry Jarrett qui a cofondé la TNA avec son fils, Jeff Jarrett. La TNA qui est aujourd'hui Impact Wrestling, pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'histoire. Jeff Jarrett a été quand même un grand catcheur de NWA dans les années 70. Il a remporté notamment une multitude de titres tag team avec Jackie Fargo et Tojo Yamamoto. Ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas. Ce qui est assez fou, honnêtement, j'ai de grosses lacunes sur cette période, on va dire la période pré-WWF, j'ai vraiment des grosses lacunes. Et du coup, j'ai un peu découvert le monsieur, justement, avec son décès. Et le truc qui m'a choqué, c'est dingue à quel point il ressemblait à son fils, en fait. Oui. C'est assez hallucinant. D'ailleurs, ils en ont... Moi, je ne peux pas cacher que Jerry Jarrett, j'ai connu surtout au moment où il a fondé la TNA, quoi. C'est vrai que tout ce qui était catch indépendant de la région de Memphis et compagnie, c'était pas... Voilà, et puis c'était surtout dans les années 70-80, donc c'était pas... J'étais pas né, et puis après j'ai eu des lacunes sur ça, et j'ai essayé de rattraper un petit peu, j'ai regardé quelques trucs. De toute façon, honnêtement, je pense que c'est quasi impossible, sauf si t'étais déjà fan à l'époque, et que t'as été fan du coup depuis, on va dire, 50-60 ans, mais tu deviens fan aujourd'hui, ça devient très compliqué d'être au courant des... Sauf si tu lis des bios de booker ou de catcher, mais c'est très compliqué de tout savoir, quoi. Si tu t'intéresses beaucoup, après sur YouTube, tu peux retrouver quelques vidéos et tout, hein, mais... Oui, ouais. D'ailleurs... Même sur le WWE Network, il doit y avoir des trucs de Jerry Jarrett. J'ai pas regardé, mais il doit y avoir... déjà, c'était quoi? Je sais plus si c'était NXT ou Raw cette semaine qui avait commencé par un écran en mémoire de Jerry Jarrett. La AEW aussi l'a fait. Ah, j'ai pas vu ça par contre. Je sais qu'ils en ont parlé parce que t'as eu une promo, t'as eu un rap de nouveau de The Acclaimed où dedans ils ont... en gros, ils ont à la fois, on va dire, rendu hommage au père et AEW l'a fait parce qu'en plus ils ont Jeff Jarrett dans leur roster, donc. Non, en fait, après, sauf si mon rip, ma vision du show a été coupée au début, mais le seul truc que j'ai vu justement avec le père Jarrett, c'est que dans la promo The Acclaimed, ils ont entre guillemets rendu hommage au père en disant que lui était quelqu'un de bien, mais que Jarrett c'est qu'une merde. Enfin bref, c'était forcément vu qu'ils étaient en match contre eux, mais... Ou alors peut-être c'est parce qu'ils ont prévu une vidéo peut-être pour la semaine prochaine et le temps de la faire, je sais pas, c'est possible. En tout cas, Impact Wrestling, tu peux être sûr qu'ils feront un truc parce que c'est quand même le fondateur, quoi. Donc. Oh oui, clairement. Ouais. Après, de toute façon, la AEW généralement ils sont pas tant. Je suis pas sûr de moi, mais généralement effectivement quand t'as un catcheur qui décède malheureusement, ils en parlent à l'antenne, mais je crois pas les avoir vus fait d'écran spécial in memoriam.
Après, peut-être Excalibur, en début de show, il a dit peut-être une pensée pour machin, peut-être. Ah oui, 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 c'est totalement possible. Ça, par contre, je suis quasi sûr l'avoir entendu. Mais bon, après, comme dit, entre la première heure de catch de la semaine, qui du coup, si je dis pas de bêtises, est AEW Dark Elevation, et le show du coup, le show principal qui est Dynamite, faut pas oublier qu'entre temps, je m'envoie quelque chose comme 5-6 heures de catch, hein, avec toutes les émissions qu'il y a. Donc, c'est très chronophage. C'est devenu de plus, plus les années passent, c'est plus c'est chronophage. J'ai envie de te dire, moi je suis WWE, AEW, NWA, MLW et Impact Wrestling. Ça fait déjà pas mal. Ouais, non, mais tu t'as pas. Et les shows indie, j'ai arrêté de compter le retard parce que c'est pas possible. Hein. Vraiment, j'ai avoir 4-5 ans de retard sur les shows indie, je n'en regarde quasiment plus, j'ai pas trop le temps. Enfin, bah, c'est super compliqué, quoi. J'ai mon retard sur les weekly déjà, et c'est vrai que je galère de ouf. Alors. Après, c'est vrai que je sais pas si c'est pareil pour les autres sports parce que je suis pas spécialement fan de sport autre que le catch. Mais c'est vrai que si tu veux vraiment suivre le catch, si en plus t'es comme moi et que t'es un gros geek de série, un gros geek de film, c'est compliqué de. Ça, alors déjà là, je joue à des jeux. Voilà. Et tout, donc, du coup, la vie normale, avec tout ce que ça peut impliquer de boulot ou pas, selon qu'on en a ou pas. Les séries télé, les jeux vidéo, les revisionnages de films, surtout que bah, comme toi, Declan, en ce moment, on est en train de plus ou moins de surfaire les James Bond, chacun de notre côté, mais tout. Donc ouais, c'est très compliqué. Je suis à la fin du cycle Roger Moore, voilà. Ah là, t'arrives dans les meilleurs. Enfin, les meilleurs, comment dire. Ah, Roger Moore, j'ai pas trop aimé. Il y en a un. Ah ouais, non, mais on digresse comme des sagouins. Ah tiens, d'ailleurs, est-ce que tu savais que dans. Alors, c'est dans Au service secret de. Non, dans On ne vit que deux fois, Sean Connery se bat avec le grand-père de The Rock. Oui. Donc voilà. On se remet dedans. Donc voilà, on a digressé, mais on a quand même réussi à caser qu'il y avait le grand-père de The Rock dans un James Bond. Il y a des liens avec le catch dans les James Bond. Ah oui, bah t'as. Dans les récents, là. Ouais, dans le film où il est, c'est le seul truc bien du film en fait. Donc. Et il y a mais ouais. Requin a fait du catch aussi. Enfin, Richard Kiel. Ouais. Ah, c'est pas étonnant. Requin a fait du catch. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Bah après, de toute façon, les James Bond ont un côté très bande dessinée malgré les bases géopolitiques des fois qui sont entre guillemets réelles. Et bah, le catch fait entre guillemets très pop culture et c'est un des trucs les plus trucs. D'ailleurs, je digresse, mais il y a un truc qui est une anecdote qu'il faut que je donne à chaque fois parce que ça me fait mourir de rire. Il y a quelques années de ça, je me suis fait enfin, vous avez l'air que j'ai l'air de digresser, mais vous inquiétez pas, hein, on va retomber sur le sujet. Je me suis fait un marathon film d'Alligator. Et véridique, j'ai pleuré de rire devant le film, mais en gros, t'as un film qui s'appelle Alligator 2, et dedans, t'as un businessman véreux, et dedans, pour te montrer à quel point il est méchant, ils ont rien trouvé mieux que montrer qu'en fait, attention, il truque des combats de catch. C'est du caviar. Quand tu connais le catch et que tu sais le fait qu'il te trouve ça pour te montrer qu'il est véreux, je trouve ça mais hilarant. Après, si tu veux trouver un autre lien, il y a bien la Big Japan Pro Wrestling qui avait fait un match où le mec se bat contre un alligator. Donc, tout est lié. Tout est lié. Bon, allez, on arrête de digresser. On va partir sur WWE qui a beaucoup d'actualité cette semaine. On apprend que la WWE a commencé à faire des... a priori, on n'est pas encore sûr, mais a priori, ils veulent refaire des parodies de films, justement. Ben, on parlait de films. Ah oui. Faire des parodies de films comme ils avaient fait pour WrestleMania, je crois que c'était le 21 qui passait à Los Angeles, si je dis pas de bêtises sur le numéro. Attends, parce qu'en plus ils le font toutes les semaines en passant les anciens trucs. Je vais vérifier, mais je crois que c'est WrestleMania 21. Du coup, je continue ma news hein, si tu veux vérifier pendant ce temps-là. Dans les infos, on apprend que The Miz, Drew McIntyre, Sheamus, les Brawling Brutes, Street Profits, The Miz, Maryse, Seth Rollins, Becky Lynch, a priori, seraient impliqués dans des parodies. Et pour les parodies de films qui pourraient avoir lieu, on aurait The Miz et Maryse qui feraient une parodie de Top Gun, Judgment Day qui ferait une parodie de Stranger Things, les Brawling Boots et Drew McIntyre qui feraient une parodie de 40 ans toujours puceau, Becky Lynch et Seth Rollins qui feraient Batman Joker et la Bloodline qui ferait les Affranchis. Alors, les Affranchis, ça peut être super cool par contre. Ouais. Non, bah c'est marrant, je trouve que c'est un petit côté... Il y a un petit côté fun et pas... La petite joke Hollywood à Los Angeles. Ouais, puis ils sont... Mine de rien, tu vois, je suis le premier à... entre guillemets, à criser et à cringer quand il y a des trucs un peu trop over the top, mais dans le cadre des parodies, c'est sympa. Là, bah du coup, ils repassent beaucoup les anciennes et tout. Et sans déconner, il y avait des trucs qui étaient assez sympas, quoi. C'était fun, en fait, c'était pas... C'est du le 40 ans toujours puceau avec Drew McIntyre et Brawling Brutes, j'attends de voir. Ouais. Vraiment.
Après, pourquoi pas, Très, hein. très drôle. Le seul truc qu'ils peuvent risquer, c'est de tomber sur des trucs qui soient déjà plus, entre guillemets, d'actualité et tout, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Je sais pas, là, s'ils ont. Du coup, tu dis, ils ont repassé les vieilles promos, là, de. Ouais, pendant quelques temps, ils avaient fait les parodies de Taxi Driver, où t'avais Le Big Show, t'avais Rey Mysterio et t'avais Tajiri. Ensuite, ils ont passé, pendant quelques temps, la parodie de Braveheart avec Triple H et Ric Flair. Ouais, ça, là, je m'en souviens beaucoup. Ouais, le Triple H qui fait William Wallace, ça m'a. Et là, ils ont commencé à passer, c'était les parodies de Gladiator avec Stone Cold. Ok. Et franchement, Non, c'est pas dans Gladiator, c'est dans 3, qui est un ancien catcheur qui. Nathan Jones, qui a réussi beaucoup plus sa carrière au cinéma bon, il a fait Astérix 3 aussi, on peut pas lui en vouloir, mais il a Nathan Jones, ouais, j'aime bien ce gars-là. bah en fait il a bien géré sa carrière. Ça a pas trop marché niveau catch parce que il me semble qu'il avait eu à la base il aurait dû être en équipe avec l'Undertaker et il me semble qu'au dernier moment il avait Il a eu un petit push à WWE à son arrivée. ouais mais malheureusement sur le ring il était vraiment très mauvais, donc du coup il a fait pas mal de films dans un Rumble match d'ailleurs avec l'Undertaker, il me semble, si je dis pas de bêtises. bah, à la base il était censé faire, c'était Mania 19 si je dis pas de bêtises, où il devait faire équipe avec l'Undertaker contre, je crois que c'était Mark Henry et le Big Show ou un truc aussi. Il y avait le Big Show en tout cas. Et le truc s'était transformé en match handicap. Alors je sais pas pourquoi à l'époque, il me semble que la rumeur avait circulé qu'il avait entre guillemets qu'il avait freeze et qu'il avait pas réussi à, tu vois, qu'il avait entre guillemets croulé sous la pression. Ouais, Mais j'ai jamais su vraiment ce qu'il avait. Et effectivement, depuis, on l'a vu dans plein de films. Il a fait, je disais en plaisantant, il a fait Astérix aux Jeux Olympiques. C'est vrai. Il a fait l'honneur du dragon avec. C'est plus un cascadeur qui a quand même, qui fait pas doubleur quoi. En fait, il fait alors, dans des trucs d'action quoi. si je dis pas de bêtises, il a fait un film que j'avais beaucoup aimé où entre guillemets c'était le combat final du film. Il me semble qu'il est dans Never Back Down 3. Et le combat final, c'est Michael J. White. Donc Michael J. White, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma d'action, c'est genre le mec niveau arts martiaux et niveau scène de combat, il est méga, mais vraiment méga impressionnant. Et le combat contre Nathan Jones est bien sympa aussi, si je dis pas de bêtises. Mais oui, effectivement, maintenant souvent c'est l'homme de main ou le cascadeur. Oui. Bah, comme souvent les gabarits un peu comme ça. Ouais, voilà, ouais. En fait, c'est ça. Tout à l'heure, on parlait de requins, tu vois, c'est le même genre de. Ouais, bah ouais. Bah en fait c'est marrant parce que quand tu regardes, il y en a beaucoup qui sont partis du catch et qui ont une carrière hollywoodienne. À l'époque il y avait Roddy Piper, maintenant il y a The Rock ou Batista, mais il y a plein de mecs genre Stone Cold qui s'est fait vraiment une deuxième carrière dans les directs ou DVD. Et évidemment c'est pas des chefs-d'œuvre, hein, c'est des films vraiment direct ou DVD, genre les films que vous trouvez sur Energy 12 en quatrième partie de soirée. Mais par exemple, c'est grâce à ça en fait qu'il a été remis en forme pour le ring, parce qu'en fait, il se tape tellement de films avec des scènes d'action et des cascades qu'il a été obligé de redevenir entre guillemets. Un film avec Stone Cold, je sais plus lequel. Ah, c'était les Condamnés, je crois. Oui, il était très sympa, très bonne série B d'action, sans aucun entre guillemets, sans aucun. Son rôle dans Expendables aussi est pas trop mal. Ouais. Mi-temps, mi-tard aussi, mais mi-temps, mi-tard, il y a tellement de catcheurs dedans que. Oui, mi-temps, mi-tard, c'est presque un film de l'E avant l'heure, quoi. Il était très marrant ce film. Et oui, en fait, Tactical Force, c'était pas mal aussi, c'était pas horrible. Bah, c'est de la série B en fait. Hein. En fait, on parle souvent de Batista et tout, mais si on part du principe que réussir sa carrière, c'est pas forcément avoir des gros rôles, mais c'est, disons, simplement bosser régulièrement et avoir de quoi remplir sa table pour bouffer. On peut vraiment considérer que Stone Cold a autant réussi que Batista ou The Rock, quoi. Ce sera jamais une grosse star, mais le mec, en attendant, il fait des films direct ou DVD. À mon avis, il doit gagner assez de thunes pour. Il a beaucoup de business, hein, Stone Cold. Ah oui, clairement. Il a son podcast, même si je sais pas si ça tourne encore ou quoi. Je sais plus ce qu'il faisait. Il avait fait une émission de télé-réalité aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, non, franchement, on n'a pas l'impression comme ça parce que forcément ça devient pas des méga top stars intersidérales comme. Voilà, c'est ça en fait. En fait, Stone Cold c'est extrêmement populaire aux États-Unis, beaucoup moins dans le reste du monde quoi. Oui, bah oui, forcément, oui. En fait, il reste souvent en contact avec le quoi. C'est vraiment l'américain typique en fait, vraiment. Oui, totalement. Comme, deux tiers des Américains, c'est Stone Cold quoi. En fait. Oui, bah oui. Puis comme on disait à l'époque, c'est pour ça que ça avait tellement marché avec l'Attitude Era, c'est parce que tout le monde rêvait d'exploser son patron. Enfin, c'est ça. C'est le people's man, quoi. C'est l'homme du peuple. En fait, on va dire c'est autant le personnage qu'il a toujours, parce que Stone Cold ça reste un personnage, hein, même si c'est pas sur le ring. Mais en gros, c'est vraiment la version fantasmée qu'ont les Américains de
qu'ont les Américains en fait de ce qu'ils voudraient être, quoi. Yes. Donc le Texan qui boit de la bière, qui est méga badass, c'est un peu le rêve, quoi. On passe à la suite avec un autre, je crois qu'il est texan aussi JBL. Il me semble qu'il est aussi texan. Yes. Il me semble. JBL qui avait un petit rôle avec Baron Corbin ces dernières semaines, qui a rompu son association avec Baron Corbin récemment. Et a priori, ce n'est plus prévu que l'on voit JBL sur les écrans. En fait, ce qui se passe, c'est qu'a priori, Triple H, il a essayé de relancer Baron Corbin. Et en fait, le travail de Corbin lui a pas vraiment plu. Donc je pense que Corbin va être un peu mis au placard. Ça sent peut-être même la fin de run du bon Corbin prochainement. Parce que si ton travail ne plaît pas trop au mec qui s'occupe de te booker, je sais pas, peut-être qu'il va retenter de le relancer dans autre chose, mais je pense qu'au bout d'un moment, le mec va perdre peut-être un petit peu patience. Le problème, c'est que Corbin, quand tu regardes depuis les années qu'il est là, alors certes, c'est un de ceux qui a réussi le plus à se renouveler au niveau du personnage, parce que mine de rien, il a quand même fait pas mal de gimmicks. Mais effectivement, si au bout de... On a quoi, son 6e changement de gimmick en 5 ans, si au bout d'un moment ça prend pas, quoi, malheureusement. Là, moi j'ai été étonné, j'ai regardé le Rumble 2022 là il y a pas longtemps, parce que bon, je suis toujours en retard. J'entends Baron Corbin au moment où il rentre, 7ème Rumble pour Corbin, je suis putain mais il est là depuis si longtemps que ça. Bah ouais. Ouais, oui, mine de rien. C'est et quand tu regardes, effectivement, c'est un des mecs qui a le plus... qui a le plus changé. En fait, le truc, c'est que... Moi, je suis désolé, Happy Corbin, j'aime bien. Enfin, je trouve que ça marchait bien et tout, c'était bien. Ouais. Mais c'est bien. Ouais, mais après, le truc, c'est que quand tu regardes, c'est pareil, c'est pas une gimmick qui peut durer 107 ans, quoi. À la limite, le moyen de le relancer, ça pourrait être peut-être de le mettre avec Cameron, avec une gimmick un peu dans le même genre, et le mettre en équipe avec Cameron Grimes. Ça pourrait être... Oui, c'est vrai. Une gimmick, de l'argent, machin, enfin... Après, c'est pareil, Cameron Grimes, depuis que j'ai repris NXT, je l'ai pas vu depuis des mois. Je sais pas s'il est blessé ou quoi que ce soit, mais je l'ai vraiment pas vu depuis... ça va faire 4-5 mois, quoi. Je sais pas, ou alors ils le mettent de côté, justement, pour faire peut-être un changement de gimmick, ou... Je sais pas, il était en rivalité avec Decay, et il y a même pas vraiment eu de match. Alors, si je dis pas de conneries, le dernier match que j'ai vu avec Cameron Grimes, donc du coup, dans le cadre de sa rivalité avec Decay, je crois que c'était un tag team match. Avec qui il était en rivalité ? Avec Decay, donc les anciens Grizzly Young Veterans, c'est le clan NXT. Et dedans, t'as la fille. Le dernier match, c'était contre Joe Gacy au mois de novembre. Voilà, c'est ça. Ah oui, ça fait pas si longtemps que ça, en fait. Après, oui, le truc, quand tu mates... contre Schism, il était en rivalité. Schism, voilà. Après, c'est vrai qu'effectivement, quand tu mates tous les shows, surtout, forcément, t'as l'impression que les mecs, tu les as pas vus depuis plus longtemps qu'en réalité, quoi. Parce que du coup, novembre, ça fait quoi ? Ça fait 3 mois ? Bah oui. Le mec, il peut être juste au repos, je sais pas s'il est blessé ou quoi, j'en sais rien. En vrai, je sais pas, je pourrais pas j'ai pas vu passer l'info. Tu sais, c'est comme certains mecs à EW, là, l'autre jour, je me demandais, ça faisait 3-4 mois que j'avais pas... Enfin, même peut-être plus qu'on n'avait pas vu Fuego del Sol. Il était blessé au mois de mi-décembre pour 4 à 6 semaines, donc jusqu'à fin janvier, début février, ouais, donc ça colle, en fait, il est juste pas revenu, quoi. Ouais. Oui, il est plus blessé, il pourrait revenir bientôt. Ok. Ouais, parce que... Il va relancer dans un programme maintenant, quoi. Comme dit, effectivement, ouais, quand tu m'as des heures de catch, même si c'est pas de la même promotion, mais c'est qu'en fait, les mecs, du coup, t'as l'impression de pas les avoir vus depuis des heures et des heures de programme. Alors qu'en fait, non, puisque dans les heures de programme, t'as d'autres promos, mais bon, c'est pas... C'est vrai. Donc du coup, Cameron Grimes, voilà, a priori, il serait plus blessé, peut-être que... Et je pense que ça pourrait être une idée, honnêtement. Ah ouais, non, il pourrait. Tu peux le remettre à NXT aussi, hein. Ça... C'est pas un échec, hein. Pourquoi pas. Après, le truc, c'est que, comme dit, Corbin, c'est bizarre, je suis pas spécialement fan, mais assez bizarrement... J'aimais vraiment pas au début. Et depuis Happy Corbin, j'aime bien. Je trouve ça un bon gars et tout. J'avais bien... Enfin, ça va être très bizarre de dire ça, mais j'avais bien aimé sa rivalité avec Roman Reigns. Mais en même temps, c'est plus ou moins par niveau haut profil, c'est la plus grosse rivalité qu'il a eue. À la rigueur, t'as eu la rivalité qu'il a eue avec McIntyre et quand il était encore en équipe avec Matt Gapmos, mais c'est pareil, c'était pas... Moi, je trouve que c'est un bon gars, tu sais, c'est pas... On sent que c'est pas... Tu sais, on sent que c'est pas un connard trop, je pense. Et du coup, je pense qu'il est quand même... Je sais pas. C'est un gars qui est quand même un peu apprécié, je pense. Donc, je sais pas. De toute façon, comme dit, il est là depuis quasiment 10 piges, donc pourquoi pas. Je sais pas. Honnêtement, il y a peu de news qui circulent sur lui dans les backstage, en fait. Ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est un gars qui doit être plutôt cool, en vrai.
Parce que si c'était un connard, les infos seraient sorties déjà. Oui, oui. En parlant de personnes qui font du bon travail, on a Chelsea Green qui apparemment est très appréciée des officiels depuis son retour, même si a priori, de ce que j'en ai vu, elle a un petit peu un rôle de clown, hein, faut quand même le dire. C'est Karen. C'est un rôle de Karen en fait. C'est Can I speak to a manager. Et après, comme dit, un bon catcheur, c'est pas forcément un catcheur qui gagne, hein, Yes. en fait. Donc, Apparemment, son travail est très apprécié, donc du coup, elle peut très bien avoir un rôle un petit peu comme ça, voilà. Et si tu fais bien ton boulot, avoir un rôle un peu plus sérieux plus tard, quoi. bah oui, et puis même, comme dit encore une fois, le but d'un catcheur, c'est pas forcément de tout gagner tous ses matchs. Hein. Oui, mais je pense que après, je pense qu'au bout d'un moment, des rôles un peu cons entre guillemets. Peut-être que les catcheurs aussi, ils ont envie d'avoir des trucs un peu plus sérieux à un moment. Donc, ah oui, mais de toute façon, si t'es malin, tu sais que tu vas rester dans ce rôle-là pendant 6 mois et qu'après tu peux être lancé dans un truc beaucoup plus. De toute façon, tu regardes correct. au niveau, on va dire main event féminin, c'est blindé, hein, c'est vraiment blindé quoi. Oui, c'est blindé. Il faut une rotation. Donc, des fois, vaut mieux être un peu à l'écart qu'être lancé dans le bain et se noyer justement. bah, de toute façon, là, si elle était booker main event, elle se ferait démonter. Attends, c'est qui Haro déjà? C'est Bianca Belair, qui virtuellement est intouchable. Becky Lynch, il y a trop de monde. Charlotte Flair, bon, Charlotte Flair, c'est après voilà, elle est tout le temps en haut et c'est un peu lourd au bout d'un moment. Mais aussi, Shayna Baszler à SmackDown, enfin. Ouais, non, c'est un peu pour le coup. Disons que contrairement au match masculin où après tu peux les foutre dans des rivalités et tout, là le roster féminin est quand même relativement restreint quoi. Relativement. Le problème du roster féminin en fait c'est qu'il y a pas de, j'allais dire il y a pas de profondeur. Si, il y a de la profondeur, mais le problème c'est que t'as un niveau main event, t'as un niveau un peu en dessous et en fait il y a rien d'autre après. Ouais, c'est les abysses. Des rivalités bad carte, moyenne carte féminine, il y a pas. En fait, c'est donc du coup si t'es pas main event ou si t'es pas juste en dessous, bah en gros t'as presque rien. Donc c'est des programmes d'attente. Tu fais rien. C'est ça. Donc bah faut être malin, comme on dit, ronger son frein et puis attendre un peu et puis la roue tourne après. Donc oui, bien sûr. Oui. Il suffit qu'il y en ait une qui soit pas là pendant 6 mois, pas pour une blessure ou qui soit mis de côté ou qui tombe enceinte ou qui est sur un film ou compagnie, bah tu sais qu'il y a une place qui peut se libérer et si t'as été assez intelligent d'attendre et faire bien ton boulot en attendant, bah la porte peut s'ouvrir quoi. Ouais, et puis après au pire il y a toujours après c'est pareil, ils vont pas la renvoyer à NXT mais tu vois, t'as pas limite t'as plus surtout que dans une news un peu liée, c'est le retour de Matt Cardona qui pourrait avoir lieu quoi. Et c'est très probable déjà que son retour ait lieu et c'est très probable qu'ils les mettent ensemble quoi. Enfin donc ça paraît presque logique. Ouais bah oui clairement. C'est pour ça aussi qu'ils l'ont mis dans un programme un peu comme ça en attendant. Ils ont fêté leur mariage à Disney d'ailleurs, à Paris, Disney Paris. Ouais, j'ai vu ça. Mais ouais non, après le truc justement c'est marrant parce que sur Twitter j'ai un contact qui disait qui commentait une news d'un site de news qui était Catch News je crois, enfin peu importe, disant waouh super quel retour, 30 secondes 10 secondes dans le Rumble et des squash. Mais non en fait le truc c'est que encore une fois en fait c'est un peu exactement ouais, et puis c'est un peu le parallèle de ce que je disais tout à l'heure par rapport à Stone Cold et le cinéma en fait. C'est qu'au final, un bon catcher, c'est pas forcément quelqu'un qui est upper mid-card. Et c'est pas parce que quelqu'un est lower mid-card que son boulot est pas apprécié ou que tout simplement il est mal vu, quoi. Yes. Ouais, mais après, c'est comme le cinéma, les films d'auteur, c'est des bons films, mais c'est pas vu par des millions de personnes, mais voilà, c'est juste... ouais. Pour tous les goûts, voilà. Et l'exemple que je donne souvent par rapport au cinéma... si vous connaissez un peu le monde des séries télé, il y a beaucoup de séries qui sont tournées à Vancouver. Pourquoi ? Parce que les coûts de production sont moins élevés et t'as une blinde d'acteurs de Vancouver qui ont une carrière de malade. Les mecs, tu les vois au cinéma, tu les reconnais pas forcément, mais genre il y a par exemple un acteur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Christopher Heyerdahl qui avait eu un petit rôle dans Stargate, qui jouait dans la série Sanctuary. Et le mec, mine de rien, bah maintenant, tu l'as vu dans la série Peacemaker avec John Cena justement. Là, il a un petit rôle dans la série Last of Us. Les mecs, c'est des acteurs qui sont méga carrés, mais alors, franchement, niveau acting, ils sont excellents. Ils sont pas. Aussi, pour parler de Vancouver, c'est que comme le cadre est un peu idyllique pour le Canada en fait. C'est presque une île un peu. Enfin, en gros, c'est la Floride canadienne quoi. Puis c'est marrant quand tu regardes plein de séries, non seulement tu reconnais les acteurs parce que forcément du coup ils sont dans quasi toutes les séries,
Et puis au bout d'un moment, t'arrives au stade où tu reconnais même les décors en fait. Donc du coup, ouais, c'est des acteurs qui sont vraiment carrés en fait. Leur rôle, c'est pas d'être des stars de cinéma, peut-être même qu'ils voudraient pas l'être, mais en fait, quand tu les vois dans une série, même dans un petit rôle, ils font leur taf de façon carrée, ils sont très bons, et ça marche. Et il y a certains catcheurs, c'est un peu ça aussi. Genre, maintenant, t'as pas mal ça justement la EW quand t'as des mecs comme Christopher Daniels qui ont plus besoin d'être. Ils ont plus besoin d'être en upper mid-card, hein, ils ont même plus besoin d'être en mid-card, mais ils font un boulot carré qui peut être soit de faire monter les jeunes talents, soit. Cadre, en fait. Voilà. C'est ça, c'est ça qui est intéressant avec le catch. Ce que faisait Kazarian, par exemple, et qui a dit moi les gars, je préfère aller taper 2 ans justement à mon dernier run, on va dire, et peut-être je reviendrai justement dans ce rôle-là plus tard, quoi. Ouais, voilà, ouais. Parce qu'en fait, il sentait qu'il pouvait le faire, mais qu'il sentait qu'il avait encore 2 belles années peut-être devant lui, et il a voulu se faire plaisir en portant Impact aussi. Ouais, voilà. Et puis après, faut dire que le truc, c'est qu'il était tellement carré et tellement efficace dans son job de talent enhancement que du coup... Après, je dis pas, il y a des fois c'est frustrant, genre on avait eu le cas de Cassius Ohno il y a quelques années à NXT qui était devenu vraiment le... Ah ouais, c'était le test en fait. C'est ça. Cassius Ohno, en fait, les catcheurs qui arrivaient, et dès qu'ils commençaient à avoir un petit push, poum, Cassius Ohno. Si tu passes le test Cassius Ohno, tu peux aller au-dessus. Ouais. En gros, c'était un peu ça, quoi. C'est ça. Il y a eu Samoa Joe qui a eu ce rôle-là à NXT aussi, hein. Un petit peu. Après, Samoa Joe... coach à NXT à une époque. Après, Samoa Joe, ils l'ont quand même... Lui, c'est différent, il a servi de gatekeeping à un moment, mais il a aussi gagné le titre, tu vois, donc... Oui. Genre, il avait mis fin au règne de Karrion Kross, qui NXT était à l'époque The Intouchable et tout. C'était peut-être un peu dans le deal aussi, entre guillemets. Oui. Dit à Samoa Joe, écoute, on te donnera un run, pour le moment, essaie de mettre un peu les gars en avant, puis on te donnera un run un petit peu plus tard. Et puis t'as des mecs qui font vraiment ça, tu regardes Chris Jericho depuis la EW, même si je suis pas fan de son stable actuellement. Les clans qu'il fait, si tu regardes bien, c'est pas des top stars qu'avait lui, quoi. Ouais, bah oui, ouais. C'est des mecs qui fait monter, qui profitent de l'aura de Chris Jericho, entre guillemets. Après, c'est un peu dommage dans le cas de, par exemple, de Sammy Guevara. Je pense qu'il a un peu perdu de son momentum quand il a commencé, entre guillemets, à être dans le nez du public à cause du truc avec Ty Melo Guevara. Mais sinon, quand tu regardes, Jericho, il a fait monter MJF, il a fait monter Orange Cassidy. Là, il y a le truc avec Andrade et Ricky Starks. Le mec, il fait vraiment des stars, en fait. Et c'est marrant parce que tu vois... tout en étant bien exposé et pas ridiculisé, en plus, c'est ça. Ouais, oui, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est le monde à l'envers. Enfin, le monde à l'envers. C'est totalement différent par rapport à l'époque quand il était en rivalité avec Triple H, où à chaque fois, en gros, il servait simplement de tapis à Triple H, quoi. Parce qu'il a quand même eu le titre pendant pas mal de temps et tout, Chris Jericho. Et même s'il gagnait les matchs, ça mettait quand même ses adversaires en avant. Donc, Ah oui, clairement. Clairement. Et puis même quand il a eu le titre Ring of Honor, en fait. Quand il a eu le titre Ring of Honor... en fait, Chris Jericho, il a entre guillemets l'intelligence de se mettre dans les angles qui peuvent un peu buzzer, genre le coup de la comédie musicale avec MJF, ou alors le match... Le little bit of bubbly aussi. Oui, ouais. Ça a fait le tour d'internet. Mais le truc, en fait, c'est qu'il réussit à la fois à faire ça et entre guillemets à garder entre guillemets une certaine comment dire. Alors le terme américain c'est relevance, mais en français j'ai plus le titre, j'ai plus le mot en français. Efficacité. Non, pertinent. Oui, je vois ce que pertinence. Oui, une pertinence. Mais donc du coup, ouais, en faisant ça, en faisant le deathmatch avec Nick Gage, par exemple. Mais à côté de ça, il se sert aussi de ça justement pour faire monter. C'est vrai que quand il pense quand même Chris Jericho, il a fait monter, il a fait exploser Nick Gage au grand public, quoi. Alors que Nick Gage a un catch qui est pas du tout. Tu te dis, mais à aucun moment ce mec-là peut marcher au grand public. C'est impossible. Et puis c'est pareil. C'est que ça a marché, quoi. Quand il a eu sa rivalité à la New Japan avec Omega, par exemple, Omega était déjà connu. Oui, il était déjà connu. Quoi. Mais là, il a créé le fait de mettre dans ce programme. En fait, c'est ça, Chris Jericho. Des fois, entre guillemets, il me gonfle un peu. Son rôle actuel me gonfle un peu au niveau du personnage. Mais je suis vraiment très loin de l'époque où il y avait justement Triple H, où j'étais saoulé par lui. Genre, quand t'avais une rivalité qui marchait, t'avais Triple H qui était mis dehors. Genre quand il y avait eu tout le truc avec CM Punk et Alberto Del Rio à l'époque, où t'avais Triple H qui avait été mis dehors au bout d'un moment. Mais là, Chris Jericho, en fait, il fait ce que aurait dû faire Triple H à l'époque, mais il le fait bien, en fait. Ouais. Et en plus, il a joué dans un Sharknado, donc du coup, je l'aime bien. Putain, j'avais pas la rêve de ça.
Et elle a joué dans Sharknado 3. D'ailleurs, la série des Sharknado, on digresse un peu, c'est un peu le thème involontaire du soir, mais faut aussi savoir que dans quasiment tous les Sharknado, t'as un catcheur. Dans le 2, t'as Kurt Angle, dans le 3, t'as Chris Jericho. Alexa, arrête! Désolé. T'as Seth Rollins, qui est d'ailleurs le seul catcheur à jouer dans un Sharknado à pas se faire bouffer. T'as John Morrison. Enfin, les Sharknado, à un moment, c'est devenu un peu des espèces de monuments de pop culture. Des monuments. C'est le 1, je crois que j'ai vu. Ouais, après, faut aimer, hein, ça reste du gros n'importe nawak. Je suis désolé, depuis tout à l'heure, je regarde à droite à gauche parce que j'ai des médicaments à prendre. Je les trouvais pas, mais les voilà. Au deuxième, voire troisième degré, quand même. Et ah oui, non, bien sûr, mais à côté de ça, c'est du divertissement, c'est super fun, en fait. En gros, ce que j'aime bien dans les Sharknado, c'est ce que j'aime bien des fois dans le catch, c'est que c'est méga fun. C'est débile que c'est efficace. Ouais, c'est ça, mais c'est fait exprès en plus, c'est voulu. Genre, ils ont fait le premier Sharknado, ils se sont rendus compte qu'il y avait une scène qui avait fait buzzer pour le film, et à ce moment-là, ils se sont dit, ah bah vous avez aimé la scène là, bah ok, on va vous faire 5 autres films avec que des scènes comme ça. Et ça marche, à des degrés différents, parce qu'au bout d'un moment, c'est peut-être un peu moins bien, les derniers films, je les aime un peu moins, mais ça reste très divertissant, quoi. Et puis, c'est le seul film où tu peux voir John Morrison se faire bouffer par un requin. C'est un peu le débat du soir, le film. On aurait dû faire un podcast sur le film, sur les films. Ouais, mais mes trucs préférés de l'époque du podcast, c'est justement quand on partait des news et qu'on parlait de trucs un peu différents, quoi. Je pense, des sites de news, il y en a plein. Je dis pas qu'on le fait mal, mais justement, ce que j'aimais bien chez nous, c'est qu'on était capable de partir sur Walker Texas Ranger parce qu'il y a un épisode qui parle de catch, quoi. Est-ce que tu veux parler justement, qu'on continue de parler de films avec une catcheuse qui a participé à des films, qui s'appelle Ronda Rousey, qui a fait son retour à SmackDown la semaine dernière. Elle est venue s'associer à Shayna Baszler. Alors, attends, je tiens à dire, avant que tu finisses ta news, que Ronda Rousey est à l'acting, ce que Nia Jax était au catch. Oui, mais bref, elle a fait quand même de l'acting. Oui, mais ouais. C'est pas moi qui fais les castings. Hein. Ah oui, non, mais Ronda Rousey en tant qu'actrice, c'est une catastrophe. Hein. Elle apparaît 5 minutes dans un Fast and Furious. Même dans le ring, dans les matchs de catch, je trouve que son selling est dégueulasse. C'est pas compliqué. Elle a réussi à faire une scène avec Michelle Rodriguez, qui est loin d'être la plus grande actrice au monde. Et dans la scène, c'est Michelle Rodriguez qui joue le mieux. Et pourtant, Michelle Rodriguez, j'adore les Fast and Furious, hein, mais Michelle Rodriguez, c'est pas une actrice. Je l'ai pas vu. Non, c'est dans le 6, il me semble. C'est dans le 6, celui où à un moment ils sont à Dubaï. Elle est dans un vieux Fast and Furious, dans le 6, ouais. 6 ou 7. Ouais. J'ai pas vu le dernier encore. Putain, le 9, là, faut que je le vois un jour. Moi, je l'ai trouvé cool, mais après, je suis très bon public. J'aime vachement commencer par... Je vais me refaire toute la saga, je pense, avant de... D'ailleurs, encore une fois, les Fast and Furious, The Rock, John Cena. Yes. Donc, comme quoi, hein. Et t'es cool, d'ailleurs. Donc, Ronda Rousey qui a fait son retour la semaine dernière. Pour s'associer à Shayna Baszler, en fait, ça coûte 2 sources, quand même, l'association entre les deux. Oh, ils vont finir en feud pour Mania, je pense. Et Ronda Rousey qui a attaqué Natalya, alors que Natalya insultait Shayna Baszler, etc. Et elles sont venues, en fait, les deux défoncer Natalya. Et putain, qui c'est qui est venu l'aider, Natalya? Je sais plus, j'ai plus la ref. C'est pas Rachel Gonzalez? Peut-être. J'ai pas la ref, c'est possible. J'ai pas vu le show, donc j'ai pas la ref. Et moi, je mate beaucoup d'heures. Donc, je crois que les deux, enfin, de toute façon, il y a un tag team match qui est annoncé pour SmackDown cette semaine, il me semble. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble. Mais de toute manière, moi perso, je vois trop je pense qu'à terme, il va y avoir un match entre les deux. Hein. Ouais, peut-être. Mais là, c'est possible qu'ils sont en train de monter un Rousey et Baszler pour aller affronter les champions de tag team. Mais ouais, c'est possible. Oui, ouais. J'aimerais bien, en fait, le problème, c'est que Shayna Baszler, depuis qu'elle est dans le main roster, elle a pas vraiment brillé. Et dans un sens, je trouve que c'est... comment dire? Autant Ronda Rousey, je sais pas si je l'aime bien ou pas, en fait, mais je trouve que Shayna Baszler aurait pu être Ronda Rousey en mieux, en fait. Puisqu'en fait, elles ont le même background, et Ronda Rousey Shayna Baszler a beaucoup plus donné au catch, on va dire, que Ronda Rousey, et du coup... Elle a beaucoup bossé en indie avant de signer à WWE. Hein. Ouais, bah oui. Et puis son... un petit peu partout et tout. Et franchement, elle a vraiment connu le catch où il fallait chercher des bookings et tout. Alors que Ronda Rousey, elle a signé direct à WWE, direct on l'a exposé. Après voilà, Ronda Rousey c'était une star de l'UFC et voilà, mais c'est vrai qu'au niveau du parcours, Shayna Baszler, franchement, d'ailleurs c'est marrant, mais je digresse encore. Mais Shayna Baszler, j'étais tellement habitué à elle sur le ring et tout qu'à l'époque ils avaient passé un petit documentaire sur elle sur le WWE Network et en dehors du ring, mais en fait elle a l'air trop cool cette nana.
Ils avaient montré, ils avaient montré sa baraque et puis elle expliquait, oui, alors là, c'est ma pièce spéciale pour jouer en VR. Enfin, tu sais, elle est vraiment très. Ah oui. Oui, bah oui. Bah, Ronda Rousey est dans plein de jeux vidéo. Là, elle a fait un partenariat avec le jeu Shadow Legends, je crois. Elle est dans. Oui, elle a fait beaucoup de vidéos sur la chaîne de Xavier Woods aussi. Ouais. Après encore. Kotaka, il est en train de faire un let's play sur The Last of Us d'ailleurs aussi sur la chaîne YouTube de Xavier Woods. Ah nice. D'ailleurs c'est marrant, mais j'allais dire tous ceux de notre âge, mais non parce que Shayna Baszler, si je dis pas de conneries, elle est pas toute jeune. Elle est pas toute jeune, hein. Je crois qu'elle a un petit peu plus vieille. Je crois qu'elle a plus 40. Elle doit avoir plus de 45 ans si je dis pas de conneries. Hein. Enfin c'est pas vieux. C'est pas vieux, mais au niveau de. 80, elle a 42 piges. Ah bah tu vois. Oui, après c'est vrai qu'effectivement je dis c'est pas la même génération, mais c'est vrai que même moi je suis plus proche des 40 ans que des 30, donc c'est vrai qu'effectivement j'ai un peu une mauvaise... Ronda Rousey a 36 piges, elle vient de faire 36 piges il y a pas longtemps. Punaise. J'ai 35 ans et je pense pas que je vais pas réussir à la rattraper niveau accomplissement, je pense. Ah oui, bah clairement. Mais oui, du coup Shayna Baszler, effectivement, j'aimerais bien qu'elle ait... peut-être un peu le run qui lui était entre guillemets qui semblait lui être acquis quand elle avait éliminé tout le monde au Elimination Chamber il y a quelques années. Le match était dégueulasse hein, du coup, mais le run aurait pu être monstrueux quoi. Bon après c'est très particulier encore une fois, ça a été juste avant le confinement donc c'était une autre époque on va dire. On va passer aux infos blessures de la semaine. Il y en a pas mal du côté de WWE. Enfin blessures et non blessures parce qu'il y a des blessures qui sont un peu scénarisées aussi. On a Gigi Dolin qui devrait être écarté des... Putain, j'allais dire écraté. Pas du tout. Écarté des écrans. Elle a été écrasée contre la porte. oui, c'est pas faux. Donc elle devrait être écartée des écrans pour quelques semaines pour vendre l'attaque justement qu'elle a subie c'était quoi, la semaine dernière? Non, il y a 2 semaines. Oui, la semaine dernière. La semaine dernière. Et du coup, la blessure n'est bien sûr pas sérieuse. Elle est juste mise de côté histoire de mettre en avant Jessie Jane pendant quelques temps. Après, en vrai, vu l'accident non prévu, qu'elle aurait eu une vraie blessure, ça m'aurait pas... Oui, c'est pas fou. Ça m'aurait pas surpris. Hein. Du coup, Gigi Dolin va revenir dans quelques semaines et ça va éclater la rivalité entre les deux, c'est sûr et certain. Donc voilà. Bah, honnêtement, si on avait une des deux à avoir un... Non, j'allais juste dire, si on avait une des deux à avoir en face, je pense que Gigi Dolin a plus de chances de passer bien, quoi. C'est pas faux. Et je pense que le match entre les deux risque d'être un petit peu violent. Ça sent genre, vu ce qui s'est passé avec la porte, ils sont capables de faire un match de table en fait, mais avec une porte. Ouais, pourquoi pas. On est dans une bonne... On est dans une bonne époque, hein. On est dans une bonne époque. Honnêtement, un door match, en fait, pour gagner, faire passer l'autre à travers une porte, en vrai, c'est possible. Hein. Ça s'est déjà fait en indie, donc... Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. D'ailleurs... un peu plus sérieuse. Autant plus, je le dirai plus tard. Non, j'allais juste dire que niveau type de match, j'étais super content et super hypé parce que là, pour le prochain SmackDown... Pas pour le prochain jeu de WWE SmackDown, qui n'est pas du coup un jeu SmackDown, mais il y a le... Ils ont enfin foutu le Wargames. Enfin. Apparemment, il est très très mal foutu, mais toi... Ah, merde. Ok, bon, on verra, hein. De toute façon, le jeu sur le mois prochain. Apparemment, il est pété de bugs, en fait, entre les deux rings. Apparemment, il y a des failles un peu spatio-temporelles, c'est-à-dire que tu te retrouves entre les deux rings, ton personnage se téléporte ailleurs. Bah, je pense que le jeu est pas gold encore, hein. Oui, mais apparemment, pour l'instant, les images sont... Enfin, il y aura un petit problème avec ça. Mais... On verra bien. On verra bien. De toute façon, quand le jeu va sortir, il va être pété de bugs comme tous les jeux, et puis il y aura des mises à jour. Hein. Ah non, justement, le WWE22, pour le coup, était vraiment bien foutu, niveau... Oui, ça change du 2020, c'est ce qu'il n'y a pas eu en 2021. Le 2020 était pété de bugs. Ouais. Ça avait été résolu, hein, d'ailleurs, hein, il y a toujours... Hein. De toute façon, généralement, on a tendance à dire que les jeux à l'époque, les jeux de catch, étaient une année sur deux. Et puis, de toute manière, si WWE23 ne nous satisfait pas, normalement, il y aurait AEW Fight Forever qui devrait arriver d'ici... Oui, bah alors ça... d'ici quelques temps. C'est en train de devenir Half-Life 3, le jeu. Hein. Non. Il a attendu depuis 1 an et demi déjà, et puis ça repoussé tout le temps. Hein. Bah, honnêtement, à mon avis, ça m'étonnerait même pas que t'aies genre des mecs, genre Omega, qui aient vraiment leur mot à dire sur le jeu, et qui doivent dire « Ah non, vous changez encore ça, vous changez ça », ça me surprendrait même pas. Apparemment, c'est... comment il s'appelle, l'arbitre, là, qui est pas mal impliqué dans le développement. Aubrey, oui. Aubrey Edwards. Ouais. Qui bosse beaucoup, qui a beaucoup le rôle, justement, de conseiller technique sur le jeu et tout ça. Cœur sur elle. Je l'aime beaucoup, Aubrey Edwards. Il a fait un peu de catch aussi, donc du coup, il s'y connaît quand même pas mal. En plus. Ok. Rayon blessure, donc un peu plus sérieuse. On revient sur ça. On a JJ McDonough. Je sais pas comment tu prononces. McDonough. McDonough. Ça, j'arrive pas. Ça m'énerve.
Il est blessé à l'œil, il sera absent de 10 à 14 jours, sachant que la news date d'il y a 5-6 jours, donc tu peux compter encore une bonne grosse... Bah, il était à NXT cette semaine, dans un angle avec il est un peu blessé. Ilya Dragunov. Il va pouvoir recatcher très très vite. Encore une fois, je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais j'aime beaucoup le taf qu'il fait à NXT. J'aime bien ce catcheur, moi je trouve qu'il a une bonne tête de méchant. Mais vraiment. Ouais. Il a la tête du gars que t'as envie de défoncer en fait. C'est vraiment. S'il y a un truc qui marche bien à NXT de ce côté-là, je trouve que les mecs qu'ils ont en face ou en heel, ils sont. C'est quoi à dire, mais ils ont vraiment la tête de l'emploi en fait. Je sais pas si t'as connu quand t'étais dans tes années collège ou lycée, le mec de la classe, que tu sais que tu le vois rentrer dans la classe, tu fais lui, c'est le mec qui va faire des conneries. Qui va faire chier tout le monde, qui va fumer à la pause, qui va, oui. C'est ce gars-là en fait, tu sais. Oui, je sais, je connaissais ce mec-là parce que généralement moi j'étais celui qui se faisait maltraiter du coup à cause de lui. Ouais voilà, en fait Gigi McDonald's, il a un peu il a la gueule de ça en fait, tu sais. Ouais, puis du gars qui fout le bordel, qui. Je trouve qu'il a un peu le même genre de tête que les Young Bucks. Oui, voilà. Il est capable. En fait, je pense que s'il le faisait bosser en face, ça serait aussi faisable. Mais le mec a justement ce genre de visage qui peut aussi bien être le mec sympa que le mec que le connard. Il y a un autre mec à NXT, je me souviens jamais de son nom, c'est Javier quelque chose. Et c'est pareil. Et il a il l'utilise souvent dans. Ouais, bah oui, clairement, ouais. Bah un peu comme Grayson Walker en fait. C'est vrai. Waller. Ouais. Grayson Waller, un peu comme. Pour faire un parallèle du côté d'AW, t'as Andrade dans ce rôle-là. Alors Andrade, je pense plus qu'il soit sous contrat AEW. Oui, non, je crois qu'il est plus, ouais. Mais ouais, non, je pense qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? Il a la gueule il a la gueule du connard en fait. Bah comme. À l'époque à WWE en fait quand il avait fait son heel turn avec Shawn Michaels et tout, c'est le mec il avait la gueule du connard en fait. C'est vraiment il a le visage qui va avec quoi. Mais t'en as qui ont par-delà le catch ont vraiment une présence et un truc quoi. T'avais un peu Ken Anderson aussi qui avait ce genre de. Ouais, c'est vrai. Le mec il a une tête de détestable en fait. Tu sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est physique. Et pourtant si on les fait bosser en face, ils peuvent aussi quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est justement la preuve que c'est des bons catcheurs, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Savoir s'adapter au rôle qu'on te donne. Un peu comme le Miz, sauf que lui, en face, il a un peu plus de mal. Ouais, c'est compliqué de mise en face. Hein. Ouais. Ça a toujours été très difficile. Si en équipe avec John Morrison, ça marchait pas mal. Ouais, ils ont pas été face. Comique, ils ont eu un run, je crois, en face, sur le côté un peu comique et tout. Je crois qu'ils ont eu, il me semble. Ah, j'ai un doute, je crois pas. Je crois que oui. Bah, ils étaient longtemps en tag team, donc ça serait pas étonnant, mais il me semble que oui. Hein. En tout cas, ça peut marcher, quoi. Oui, bah. Parce qu'il y a le côté un peu comique, il y a le côté un peu pareil, quand tu regardes dans les catcheurs qui ont ce qu'il faut pour être polyvalents, John Morrison. Il y avait qu'à voir quand il était à la Lucha Underground à l'époque. Le mec était vraiment. Par contre, après, je sais qu'il y a eu des fois dans d'autres promotions où il était un peu plus scripté, il le laissait un peu moins être lui-même, ça marchait moins bien. Mais à la Lucha Underground. En parlant de John Morrison, est-ce que tu as regardé la liste des noms? Il va catcher à Game Changer Pro Wrestling, il s'appelle Johnny Game Changer. Il va catcher en Australie, c'est Johnny Down Under. Ouais, ça. Fusion à MLW. Enfin. Oui, c'est marrant. Par contre, c'est dommage. Alors, je sais pas pourquoi il est pas resté à la AEW. Il a fait que 2 matchs là-bas. Alors, je sais pas s'il avait été signé ou pas. Mais j'ai été vachement. Ouais, Johnny Elite. Ouais. J'étais vachement déçu qu'il soit pas resté plus longtemps parce qu'il y avait, il y a potentiel de faire des trucs sympas avec lui, quoi. En fait, il en a fait un running gag de son truc de changer de nom, quoi. C'est parti de Johnny Underground, hein. Parce qu'après, c'est Johnny Impact, Johnny. Mais pareil, dans la catégorie, les mecs, quand tu leur donnes des libertés qui peuvent être aussi bien en face qu'en heel. De toute façon, après. C'est bien en face, hein, John Morrison. Hein. Dans l'absolu. Bah oui, voilà, ouais. Mal, hein. Le mec, il fait des trucs super impressionnants, quoi. En gros, il aurait pu. Tiens, allez, je suis en train de me dire, une équipe qui aurait pu fonctionner, c'était le foutre en équipe avec Kofi Kingston. C'est ce que je pensais. C'était à peu près le même genre de. Ouais. Quand Kofi Kingston, il avait le rôle très athlétique avant The New Day, parce que maintenant. Voilà, enfin, je veux dire, tu sais, quand il avait le rôle en solo, quoi, tu vois, c'était le personnage, le gars très athlétique, et c'est vrai que c'était un peu le même personnage, quoi. Bah, ça reste le cas, hein.
ça reste le cas. Il fait toujours son bump annuel à Mania, au Rumble. The New Day à faire des trucs un peu comiques, des machins, à se foutre un peu de la gueule des autres. Oui. Il avait pas quand il était en solo, quoi. Oui. D'ailleurs, c'est pareil, il est depuis combien de temps, lui Ça fait un bail, hein. John Morrison, ça fait un bail. Hein. Non, je parle de... Ça doit faire 15 ans, facile. Il avait éclaté, je me souviens, aux yeux de tout le monde, lors d'un draft où il avait affronté, je crois que c'est Chris Jericho, il me semble. Mais il avait... un Raw, alors qu'il était catcheur à ECW, enfin il était à la ECW à l'époque où c'était la WWECW, donc c'est pour te dire que ça fait un bail. Et il avait éclaté aux yeux de tout le monde lors d'un Raw, et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il avait affronté Chris Jericho. Si je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était ça. Il avait eu une rivalité aussi avec Orton à un moment. Ouais. Justement, le fameux. Oui, le match qui s'était terminé au Madison Square Garden où il passe à travers qu'il envoie Orton à travers une table et tout, enfin c'était pas mal, ouais. Ça doit faire... Il est là depuis. Il est signé à la WWE depuis 2006. Hein. En gros, il a quasiment pas eu de run indie. Ils l'ont signé très très tôt. Donc, c'est vraiment. Il l'avait en développement très très tôt en fait. C'est ouf, mais je me rappelle encore de ses premières vignettes à NXT comme si c'était hier. Il était sur la plage, contre qui c'était à Raw, mais là, il faudrait remonter tous les matchs, ça va être compliqué. Ouais, non, t'embête pas, on verra ça plus tard. Il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était Chris Jericho. C'était ce match-là qui l'avait fait vraiment exploser. On va laisser nos viewers du replay ou du live. D'ailleurs, bonjour à ceux qui nous regardent, même en lurk, en fait. Vous êtes les bienvenus, faites-vous plaisir. Et bonjour à ceux qui nous regarderaient en replay sur YouTube. Exactement. Sur ma chaîne. Voilà, sur la chaîne de Declan. Du coup, on va continuer avec les autres blessures. Là, c'est des blessures un petit peu plus sérieuses. C'est Amari Miller, qui d'ailleurs a passé une phase assez difficile. C'était un petit peu avant qu'on recommence le podcast. Elle avait fait une tentative de suicide. Elle a passé une très très mauvaise période. Et ça va peut-être pas s'arranger pour elle. Espérons qu'elle va tenir mentalement parce que c'est très... Alors, je t'avoue... Elle a été des rings suite à une blessure des ligaments ACL, donc au niveau du genou. Donc elle sera opérée cette semaine et absente des rings, ça va être au minimum 6 mois. Alors excuse-moi, tu peux juste redire qui c'est parce que là je vois pas. Amari Miller. Amari Miller. Une catcheuse black de NXT. On dit noir, mais Oui, j'ai dû te dire black, mais c'est vrai que noir, oui, c'est pas une insulte. C'est pas pensé comme une insulte. Oui, mais ça fait partie des trucs de la vie de tous les jours qu'il faut éviter, mon cher Declan. Oui, black, c'est pas une insulte, je veux dire, c'est noir en américain. Hein, enfin, ouais, mais en fait, ça se. Oui, je sais bien. Non, je sais très bien, je te connais, je sais très bien que tu n'es pas, que tu es loin d'être une personne de droite, mais voilà, c'est juste, voilà, un peu de catch et de politique, ça fait jamais de mal. En tout cas, Amari Miller, voilà, qui a passé quand même une phase très compliquée. Étant moi-même. Des messages de soutien d'ailleurs sur Twitter, je pense que ça lui fera beaucoup de plaisir. Étant moi-même, ayant moi-même des problèmes de dépression, ce que je ne cache absolument pas, hein, donc je peux savoir à quel point c'est compliqué, effectivement. Je sais qu'évidemment, ça lui remontera jamais aux oreilles, mais plein de soutien et plein de cœur sur elle. Ça coûte rien un petit tweet ou quoi. Je pense qu'elle les regarde et tout, parce que c'est pas forcément la méga star WWE, donc je pense qu'elle peut. On va dire, elle est peut-être un petit peu plus accessible au niveau lecture de messages. Elle doit en recevoir beaucoup moins que certaines autres personnes et je pense que ça peut toujours faire plaisir un petit message. De toute façon, le truc avec le catch, c'est qu'au final, alors je sais pas si c'est juste un truc de worker parce que du coup j'ai la chance d'être worker en étant commentateur, mais il y a un peu cette notion de grande famille où au final c'est comme on dit à chaque fois, genre Nia Jax, je peux pas la blairer sur un ring, mais je lui souhaiterais jamais d'avoir des problèmes. D'avoir des problèmes de santé ou Après, c'est une conne, hein, mais donc oui, bien sûr, mais on part du principe que je connais pas la personne et que je ne sais pas que même s'il y a un catcheur ou une catcheuse que je déteste, je lui souhaiterais jamais de mal. Après, effectivement, si tu dis que c'est vraiment une conne et qu'elle l'est vraiment, je vais lui souhaiter de se me prendre la pied dans un meuble, mais quelqu'un que je connais pas, genre je comprends absolument pas à l'époque quand John Cena était en plein push et qu'il avait eu une blessure. Qu'il avait la grosse blessure, c'était celle d'avant qui revient au Rumble, je sais plus lequel. 2008, non. Ouais, 2008. Et t'avais le public qui applaudissait quand ils avaient appris qu'il était blessé, tu vois. Ça, par exemple, je ne comprends pas. Après, voilà, si effectivement que c'est une conne, tant mieux, qu'elle marche sur un Lego. Mais... Le public qui applaudissait parce qu'il était blessé l'a ovationné quand il est revenu au Rumble, quoi. Oui, à l'époque, faut dire que même si t'appréciais pas le bonhomme pour une raison X ou Y, putain, son retour au Rumble, c'était quand même vachement couillu, quoi. Ouais. C'était quand même vachement ouf.
Autre blessure, Dakota Kai qui est blessée. On sait pas trop, il y a pas trop d'infos sur sa blessure. Mais a priori, elle est blessée. Ce qui fait que en fait, WWE travaillait sur un plan damage control contre Becky Lynch, Trish Stratus et Lita. A priori, du coup, ils ont exclu Trish Stratus du micmac à cause de la blessure de Dakota Kai pour en transformer en tag team match Becky Trish Stratus, Becky Lita pardon contre damage control. Ah oui, Dakota Kai, oui, effectivement, elle est dans damage control. Je l'ai confondu avec. Je l'ai confondu, honnêtement. Moi, j'aime beaucoup Dakota Kai, c'est une de mes catcheuses favorites ever. Vraiment. Et du coup, elle est encore championne. Déjà quand elle était en indie, donc je sais. Mais du coup, comment ça. Elle est encore. D'ailleurs, Dakota Kai qui s'appelait en indie, elle s'appelait Eevee à cause de Evoli de Pokémon. C'est son Pokémon préféré, et du coup, elle s'appelait Eevee à cause de ça. Ok, bah elle a tout mon respect aussi, Dakota Kai. Non, juste, je confondais. Dakota Kai, c'est elle qui utilise le Shiniest Wizard? Non. Shiniest Dakota Kai, elle utilise le Mafia Kick. Non, donc je confonds. Putain. Alors je suis désolé, je sais que je dois être le pire co-présentateur de podcast de catch au monde parce que j'arrête pas de me planter le nom. Sur YouTube, sur Google, Dakota Kai, tu regardes à quoi elle ressemble et je pense que ça va vite te revenir. Mais non, c'est pas. Évidemment, je vois sa tête. C'est juste que je la confonds avec. Mais déjà à l'époque d'NXT, hein, je la confondais avec d'autres catcheuses. J'ai un énorme problème. Je sais plus le nom que ça, mais en gros, les visages, je les différencie pas forcément. Faut vraiment que j'ai un truc pour me dire ah oui c'est telle personne. Et dans le cas du catch, quand c'est des catcheurs ou des catcheuses que je connais un peu moins. Ouais, des fois les noms ça me revient pas, hein, ça m'arrive. Hein. Oui bah oui, alors que honnêtement je regarde encore une fois toutes les semaines donc. Quand je vois des catcheurs à EW Dark ou compagnie, des fois je fais putain mais lui je l'ai déjà vu et ça me revient pas. Putain si ça y est. Bah, surtout récemment comme dit vu que t'as plein de catcheurs qui viennent de la Ring of Honor et qui viennent de. Je viens d'avoir une crise cardiaque là, il y a ma chère tante qui vient de passer devant moi et j'ai son. Il y a t'as Mark Briscoe qui va affronter ou qui a affronté. Qui a affronté? Je crois que c'était hier non? Ouais c'était hier. Ouais c'est hier. Ouais. C'était hier. Josh Woods qui d'ailleurs est un super catcheur aussi. Hein. Ouais. Et d'ailleurs Mark Briscoe qui a signé un contrat avec AEW, ça c'est pour le petit info au passage. Ah cool, très cool. Ça a été annoncé par Tony Khan. Mark Briscoe is all elite. Cool. J'aime beaucoup. Bon, en même temps, je pense que c'est pas qu'une question de son frère est mort, évidemment, puisque de toute façon, il avait il avait un truc lors des Ring of Honor TV tapping. Oui, il y a des chances. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime beaucoup la façon dont Tony Khan ne laisse pas tomber les proches des catcheurs qui malheureusement ont. Le fils de Brody Lee a un contrat à vie avec AEW. Hein. C'est-à-dire que si jamais quand il est grand il veut devenir catcheur, il a déjà sa place. Ouais, il y a lui, et puis il y avait aussi le catcheur de 16 ans là qui a un contrat dès qu'il sera. Dès qu'il sera majeur. Il traîne pas mal en backstage en ce moment justement parce qu'il est en train d'apprendre un peu comment fonctionne AEW. On en avait parlé, je crois, lors du premier épisode de Sakos Catch, il me semble. Il me semble, ouais. Hello Clo. Hello Clo. Plus si on en avait parlé. Mais en tout cas, oui, non, mais c'est une grosse pépite qu'ils sont sous. Ah oui, non, mais c'est bien, j'aime beaucoup la façon. C'est un majeur très bientôt, hein, je crois. C'est courant de l'année, je crois, c'est en mois de juillet ou un truc comme ça, je crois. Enfin bref, tout ça pour dire que j'aime bien, quoi. Puis franchement, à mon avis, négatif. Pardon, vas-y. Non, mais vas-y, hein, si tu voulais rajouter un truc. Non, j'allais juste dire qu'à mon avis, Negative One, enfin, le gamin de Brody Lee, pardon, ça doit être la star de son école, hein. Ça doit être la star. Ça doit être la star de son école, en fait. Si il est plus grand, il veut devenir catcheur, il a déjà sa place et c'est déjà fait. Quoi. Et du coup, pour revenir sur Trish Stratus, a priori, elle pourrait quand même revenir sur les écrans WWE prochainement et on parle d'un rôle inattendu pour elle dans un long run. Donc, va savoir qu'est-ce qu'elle va avoir. What the fuck? Je sens bien, je sais pas comment ça sortirait, mais manager de quelqu'un ou quelque chose comme ça, mais je sais pas de qui et je sais pas comment. Mais après, elle a la forme, hein. Après, est-ce que la forme, c'est avoir la forme? S'ils disent rôle inattendu, c'est que c'est pas pour qu'elle catch, déjà, donc... Ouais, je sais pas. Après, à voir, quoi. On aura plus d'infos dans les prochaines semaines, si ça se confirme, c'est des rumeurs pour l'instant, donc à voir. Bah, je trouve que les entre guillemets, les vieux façons de parler, bien évidemment, je trouve qu'ils sont bien utilisés aussi à l'EW en ce moment. Triple H gère un peu mieux que Vince gérait. J'avais pas fait attention qu'avec Lo, j'ai vu que tu lui avais dit bonjour, j'ai pas trop capté, j'étais en train de lire mon truc. Et du coup, salut Clo, qui est passé tout à l'heure sur mon stream également. Donc bonsoir à toi. C'est le Rick Rude des streams français. C'est ça. Il passe dans 2 streams à la fois en même temps. Le rôle de général. Bah, il y en a plus vraiment. Mais je vois pas trop comment. Il y en a plus vraiment en fait.
Ouais, c'est ça, ouais. Je vois pas trop comment, en fait, actuellement, en fait. Après, les choses peuvent évoluer, hein. Ils peuvent très bien mettre en place une storyline qui fait qu'il faut qu'il y ait un general manager, puisque un clan foutrait le bordel ou quelque chose comme ça, c'est possible, hein, enfin, à voir. Bah, techniquement, le general manager, c'est Adam Pearce, hein. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est Mais pour l'autorité, de toute façon. Bah, d'ailleurs, soyons contents, parce que pendant des années, à la WWE, on n'avait pas de general manager, à chaque fois, c'était un rôle de heel, ou de Stephanie McMahon qui émasculait... Le champ d'Adam Pearce pour Impact Wrestling, c'est Santino Marella. Oh. Ouais, bah attends, alors je sais pas si c'est le même cas qu'à l'époque, mais une des raisons qui a fait que j'arrête de regarder Impact, c'était à cause de... comment il s'appelle, l'ancien de la Team Canada, qui a un Oui, rôle... je vois, oui, merde. Ah putain, j'ai le nom sur le bout de la langue, je le cherchais en plus. Ou le mec... Merde. Oui, je vois qui tu veux dire. Ah putain, j'ai plus le nom. On vieillisse. Oui, mais je vois très bien. Hein. Mais Scott D'Amore. Scott D'Amore, où c'était ridicule, le mec... Mais tous les catcheurs, en fait, le truc, c'est qu'il s'était donné, parce qu'en plus, il est vraiment dans un rôle backstage, mais le mec, n'importe qui, en fait, il jouait le rôle, enfin, il outsmartait n'importe quel mec, et ça devenait ridicule, quoi. Le meilleur, ça reste quand même le heel boss, Vince McMahon, avec Mick de figure d'autorité. Oui, mais le problème, c'est qu'après, par la suite, ça a été que ça, en fait. Jusqu'à... Ce qui était cool, c'était Eric Bischoff. Ouais, et puis ce qui a été cool aussi, c'est... Moi, j'ai commencé à aimer, c'était quand t'avais William Regal, justement, qui avait pas ce rôle de heel, en fait. La figure d'autorité heel, c'est un truc qui a duré trop longtemps, en fait. Donc, bon. Bien marché en figure d'autorité aussi. Ah putain, pas Page, hein, c'était horrible. Je suis désolé, j'adore Page, hein, mais non. Oui, oui. Putain, il y a qui avait bien marché aussi? Daniel Bryan. Ça a pas mal marché. Ouais, Daniel Bryan, ça avait bien marché. Ric Flair, ça avait bien marché aussi au début, quand ils ont fait la scission de roster SmackDown Raw, ça avait pas trop mal marché. Après, c'était vite parti en couille, mais ça avait pas trop mal marché. Enfin, parlons pas des sujets qui fâchent en parlant de Ric Flair, ni de Vince McMahon d'ailleurs. Yes. On va enchaîner avec Cody Rhodes. Cody Rhodes qui a indiqué qu'il a l'intention de porter une ceinture avec le nom de toutes les compagnies pour lesquelles il a travaillé entre ces deux runs WWE. Bon, on peut exclure AEW parce que je pense que c'est mort. Mais toutes les compagnies indie, en fait, les petites compagnies pour lesquelles il a bossé. A priori, il a envie de les mettre sur sa ceinture là qu'il a autour de la taille. Il a envie de les exposer un peu et de les mettre un petit peu en avant. Ça, c'est pour le match de WrestleMania et je trouve ça plutôt cool et je trouve que c'est une super idée. Ah oui, clairement, ouais. Clairement. Vraiment, il s'est racheté une cote de popularité, Cody Rhodes. C'est un truc de fou, hein, parce que il l'avait pas. Hein, quand il était à EW, à la fin, la cote de popularité était horrible. Hein. Le problème, en fait, c'est qu'il était un peu partout. Il était dans l'émission de télé, je sais plus le nom de l'émission. Il avait son émission de télé. Ouais, c'est ça. Il y avait aussi son émission de télé-réalité. En fait, les gens étaient un peu, enfin, tu peux pas. Disons que c'est un peu compliqué d'avoir un rôle de mec qui se bat pour le peuple et tout quand il est un peu partout. C'est un peu le syndrome Rocky dans Rocky 3 en fait. Où t'as Rocky 3 et... En parlant de Cody Rhodes, ça parle aussi d'une implication de Brandy Rhodes peut-être dans les prochaines semaines. Ça, c'est peut-être la moins bonne idée, mais... Bref. Après, à mon avis, elle sera... À mon avis... avec Brandy Rhodes, hein. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, si elle est, entre guillemets, mise sur le devant de la scène, ce sera pas comme à la EW, quoi. Ah putain, à la EW, déjà, elle avait un rôle ridicule, et les peu de fois où ils l'ont fait catcher à Dark ou Dark Elevation, putain, c'est horrible. Alors, Claude qui me dit, le truc que j'espère beaucoup, c'est le retour de World Apart de Sami Zayn et Mission Chamber. Je pense pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup de catcheurs qui ont changé de thème d'entrée, c'est que... Ils ont plus les droits, ouais. C'est pour ça que t'as plein de catcheurs qui ont changé de thème d'entrée. Il n'y a plus les droits de Syphos. C'est ça le problème. Mais le truc, c'est que Worlds Apart, pour moi, c'est un groupe de oui. boys band des années 90. Hein. Oui, exactement. Avec Nathan et compagnie, là, c'est... c'est un autre débat. Mais non, on va s'écarter après le cinéma, on va parler de musique. Hein. Ouais, non, on parle pas de musique, c'est le Worlds Apart, faut pas déconner non plus. C'est comme si tu disais... un petit peu de NXT. On a 3 matchs, ça c'est la petite info au passage, 3 matchs qui sont annoncés pour NXT la semaine prochaine. En parlant de catcheurs qui se relancent pas mal à NXT, entre guillemets, c'est Braun Breaker contre Jinder Mahal pour le NXT Championship. Ouais. Moi je trouve ça intelligent de relancer le Jinder Mahal, pourquoi pas en vrai. Le mec, au dernier NXT, il a réussi à lancer un chant Free MB en traitant Jinder Mahal et ses deux acolytes des nouveaux Free MB. Donc en 2022, on a eu un son Free MB à NXT, je trouve ça énorme. Après, on a Jessie Jane contre Indy Hartwell, bien sûr, pour essayer de mettre en avant Jessie Jane. On en a parlé un petit peu plus tôt avec l'attaque de Gigi Dolin. Ils vont essayer de la mettre en avant avant le retour de Gigi Dolin, sans doute. Et très prochainement, il y aura la rivalité entre les deux.
Et Trick Williams, Ilya Dragunov, bien sûr, pour mettre en avant Ilya Dragunov, sans aucun problème. Même si Trick Williams est un très bon catcheur également. Bah, c'est cool de voir Dragunov. En fait, le seul truc, c'est que Dragunov à NXT. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, NXT UK, c'est devenu tellement énorme. Mais là, en fait, il a. Enfin. Et en fait, les gros matchs de Ilya Dragunov à NXT UK, c'est des bangers, quoi. C'est vraiment des 5 stars à chaque fois. Bah, matez déjà les matchs contre Walter, enfin Gunther, anciennement Walter. Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, le MT Arena match contre Jordan Devlin, alias JD McDonough, dont on parlait un petit peu plus tôt. Il est incroyable. Ah non, mais c'est un catcheur de folie. Par contre, le problème, c'est qu'au niveau de son rôle et de son personnage, pour moi, j'ai moins d'intérêt pour lui depuis qu'il est plus champion. Genre, le catcheur était tellement focalisé sur le titre, et l'histoire a duré tellement longtemps, que depuis, je lui ai trouvé moins d'intérêt, en fait. Ah, faut voir, après, ils vont peut-être là, ils sont en train de le relancer. Ah oui, bien sûr, c'est un très bon catcheur. Je dis juste que niveau implication, c'est un peu en moins grave ce que j'expliquais la dernière fois par rapport à Brian Cage. Ouais. Donc du coup... D'ailleurs, Brian Cage qui m'a fait marrer, qui a posté une vidéo sur Tinder, mais bien sûr, Instagram en fait, où tu le vois acheter une figurine de lui-même dans je crois que c'est un Walmart, et genre le caissier en fait ne calcule pas. Genre à mon avis... Je me souviens de la vidéo qui avait fait le buzz de Brian Cage, où tu sais quand il était vraiment, quand il faisait vraiment de la musculation plus encore que maintenant, bon il est encore bien baraque, mais là il est de ouf, et il avait foutu une bande de cire dans le dos, tu sais, pour de la cire, des trucs à épiler. Et en fait, il y avait une vidéo qui avait fait le buzz où il essayait de l'enlever. Je sais pas si t'as déjà vu cette vidéo, c'est drôle. Parce qu'en fait, il pouvait pas. Il pouvait pas, il était tellement musclé, en fait, il arrivait pas au milieu de son dos, quoi. Ça arrive souvent, ça, ce genre de truc. Du coup, la vidéo avait fait grave le buzz. C'est d'ailleurs presque ce qui avait fait exploser Brian Cage, hein, mine de rien, une vidéo à la con comme ça. Et c'était assez drôle. Moi, j'attends de retrouver le Brian Cage que j'adorais à l'époque de la Lucha Underground. Il était incroyable. Les moves qui sortent pour le gabarit, c'est ouf. Hein. À la EW, sérieux, là, cette semaine encore, c'est pas du job du tout, puisque c'est contre Jack Perry qui est quand même vachement over et qui est limite upper midcard. Midcard, c'est pas Final Fantasy VII. Mais honnêtement, ça me fait chier, hein, parce qu'encore une fois, si vous vous rappelez, de Jack Perry. À l'époque du podcast, pour ceux qui suivaient à l'époque ou qui retomberaient sur les anciennes émissions, même si ça me paraît vraiment probable, Brian Cage, j'étais à fond, quoi. Genre les deux catcheurs qui me faisaient vraiment marquer comme un malade, c'était CM Punk et Brian Cage. Après, c'est devenu Kenny Omega et Brian Cage, mais maintenant, je suis toujours aussi fan de Kenny Omega. Mais il est dans le low mid-card, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Plus mid-card quand même, parce que mine de rien, il est quand même mis dans certains matts. Oui, voilà, mais il sert de faire valoir quand même, faut dire. Oui, c'est clair. Alors que le mec, honnêtement, ils auraient dû le... Franchement, t'as des matchs, putain, mais tu fais un Brian Cage contre Samoa Joe, un Brian Cage contre Kenny Omega. Moi, quand j'ai vu qu'il était de retour à WWE... avec Brian Cage, c'est peut-être le foot côté Ring of Honor, justement. Oui. Intelligent. Mais là, franchement, le titre trio Ring of Honor, mais j'en ai strictement rien à foutre, quoi. Brian Cage est un putain de talent, je dis pas. Mais je dis juste que... le titre, hein. Ah oui, bah j'espère. Mais franchement... Si, ou même, putain, un Claudio Castagnoli contre Brian Cage, putain. On continue côté WWE avec deux petites dernières infos. On va rester sur NXT avec la WWE qui a annoncé un épisode spécial de NXT pour le 7 mars, NXT Roadblock. Premier match qui est teasé, même s'il n'y a rien d'officiel pour l'instant, c'est Roxanne Perez contre Meiko Satomura pour le NXT Women's Championship. C'est pas... je pense que c'est plus ou moins officiel, vu qu'au dernier NXT, justement, à la fin, il y a... officiellement encore. Oui, mais il est fortement teasé, quoi. Ouais. On sait pas si ça aura lieu ce show-là, ça peut très bien avoir lieu avant. Oui. En tout cas, c'est fortement teasé. Et Meiko Satomura, qui est une catcheuse absolument incroyable. Alors du coup, j'ai pas trop compris comment elle a... Enfin, je sais pas, je pense que c'est géré par la WWE et tout, mais du coup, elle est partie du Japon pour aller à UK, pour NXT UK, et là, du coup, elle a encore bougé pour aller aux États-Unis. Yes. Mais apparemment, elle a un peu un rôle de coach aussi. Hein. Ouais, je pense... NXT UK, de toute façon. D'ailleurs, la division féminine de WWE, on le soulignera jamais assez, doit quasiment tout à Sarah Del Rey, qui est une catcheuse absolument exceptionnelle. T'avais Fit Finlay aussi qui les avait pris à l'époque. À l'époque des divas, hein. Fit Finlay, c'est encore avant. Oui, mais c'est comme le mec qui a transformé Trish Stratus en putain de catcheuse. Ouais, c'est sûr. Par contre, Sarah Del Rey, c'est elle qui a entraîné toutes les nouvelles catcheuses WWE qui arrivent maintenant, c'est grâce à Sarah Del Rey, quoi. Bien oui. Belair, tout ça, c'est Sarah Del Rey, quoi. Au passage... La petite info stat de la semaine du côté WWE, c'est Roman Reigns qui est désormais champion WWE Universal depuis 900 jours aujourd'hui. Il vient de passer la barre des 900 jours aujourd'hui.
Savoir que quand même, si on remonte dans le passé, il a remporté le titre lors de Payback 2020. Donc ça commence à dater. C'est clair. J'étais pas en retard sur les shows à ce moment-là, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est qu'il y a longtemps. Hein. C'était il y a 84 ans, comme dirait le même. Et il détient le record le plus long, bien sûr, de ce titre devant Brock Lesnar, qui avait quand même fait 503 jours, ce qui est quand même pas mal. Ouais, mais en même temps, Brock Lesnar le tenait en otage, le titre. Autant Brock Reigns, depuis qu'il est part-timer, glorifié de part-timer, il est pas là souvent, mais Lesnar, c'était même pas une devise. Faut noter également que Roman Reigns est WWE Champion depuis 314 jours, donc ça fait bientôt 2 ans aussi, ça fait bientôt 1 an qu'il a ce titre-là aussi en plus. C'est quand même assez énorme. Hein. C'est dingue ce qu'ils ont fait avec lui, hein. Franchement... Ils reviennent de loin, hein, parce que vraiment, comme je te disais l'autre fois, la FCW, c'était un carnage. Hein. À la FCW, Roman Reigns, c'était, comme je te dis, c'était Colin de l'année, quoi. C'était c'est le mec qu'ils ont essayé de forcer un petit peu au début, c'est jamais passé. Enfin, je comprends pas, quoi. C'est... Bref, on a fini pour WWE cette semaine. On a quelques infos hors WWE avec de l'Impact Wrestling, de la NWA, du MLW, Attends. On a Claude qui nous dit mais Sammartino l'avait gagné plus longtemps, mais c'était pas encore la WWE, il a eu plus longtemps quand même. Oui, puis même si je dis pas de bêtises, ouais, voilà, les défenses étaient beaucoup plus sporadiques. À l'époque, c'était, il y avait quoi, il y avait 25 shows dans l'année. Et c'était que des shows au Madison Square Garden presque, quasiment. Enfin, c'est là qu'en fait tu dis que Vince McMahon a quand même vachement révolutionné le game avec WWE Euro en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque de Bruno Sammartino, t'avais peut-être 20, une trentaine de shows dans l'année, t'en avais 15 qui étaient au Madison Square Garden. Et bon, bien sûr, Bruno Sammartino d'ailleurs, qui est le recordman, je crois, si je dis pas de bêtises, de main event au Madison Square Garden. Ah, si tous les shows étaient là-bas en époque. Hein. La stat est très très fort probable, hein, il me semble que c'était ça. De toute façon, on peut pas comparer le catch actuel au catch il y a 50 ans. Dans les catcheurs qui ont gardé le titre très longtemps, à la limite, dans une époque à peu près comparable, tu pourrais comparer avec Diesel, qui avait gardé le titre longtemps, et même Roman Reigns l'a quand même dépassé. Bah, t'avais Triple H à l'époque où tout le monde où il saoulait tout le monde. Il a eu presque 2 ans, je crois, Triple H aussi. Hein. Ouais, bah oui. T'avais JBL aussi qui l'avait gardé pas mal de temps. Bob Backlund, fin des années 80, qui a eu le titre 4 ans. T'as eu Hogan aussi. Hein. C'est pareil, tu remontes un peu aux années 80, quoi. Ah, mais si je dis pas de conneries, Hogan, c'est du genre, quand il avait gagné le titre en 93, il l'avait gagné à Mania, il l'avait pas défendu avant le King of the Ring, et King of the Ring, il le perdait, tu vois. Ah putain, et la victoire à Mania d'ailleurs de Hogan, il nique le titre à Bret Hart en fait, hein, parce que Bret Hart qui affronte Yokozuna, Bret Hart qui perd contre Yokozuna, et du coup Hulk Hogan qui arrive juste après le main event qui bat Yokozuna en 10 secondes, quoi. Putain, non mais ça c'est un scandale ce truc. C'était une autre époque. Ah, c'est un scandale, Bret Hart, moi je serais Bret Hart, j'aurais pété un câble déjà là, hein. Je me serais déjà barré, hein. Vraiment, parce que là, c'est abusé, quoi. Oh oui, non, bah après... Il lui a chié dessus, quoi. Franchement, il serait assis sur le ring, il lui aurait chié dessus, ça aurait été pareil. De toute façon, Hogan et Bret Hart sont deux catcheurs qui se sont jamais appréciés, et c'est de notoriété publique apparemment. Du coup, on enchaîne sur Impact Wrestling, troisième compagnie américaine, c'est vrai qu'il y a EW maintenant entre temps. On a ZX, ZX, pas ton ex, hein, c'est rien à voir, c'est HEX, qui sont une équipe composée de Alice Inke et Marty Bell, qui sont deux catcheuses qui ont déjà eu un run à Impact Wrestling dans le passé en solo. Cette fois-ci, elles sont revenues en équipe. D'ailleurs, c'est une équipe qui s'est formée, si je dis pas de bêtises, à la NWA il y a quelques mois, quelques années. Elles ont fait leur début à Impact Wrestling en attaquant les Death Dolls. Taya Valkyrie, Jessica Havoc et merde, comment elle s'appelle? J'ai plus le nom, celle de DK là. Ah putain, j'ai plus le nom. Rosemary. Pourquoi les noms d'équipes féminines à Impact, t'as l'impression que c'est des groupes de black metal tout pété des années 90? En fait, ce qui s'est passé lors de l'arrivée de ZX, on a Father James Mitchell, figure bien connue du côté de Impact Wrestling, qui est l'ancien manager de Abyss notamment, qui a fait son retour, qui a distrait les Death Dolls, et Marty Bell et Alice Inke sont arrivés depuis le public pour attaquer les championnes tag team d'ailleurs. Death Dolls, c'est Rosemary et Havoc qui sont championnes tag team. Elles les ont attaquées dans le dos, et d'ailleurs, il y aura un match pour les titres lors de No Surrender, qui a lieu dans quelques semaines, j'ai plus la date exacte. Alors du coup, c'est à la Impact Wrestling, par contre, il y a un truc qui change pas, c'est que les noms d'équipes féminines font groupe de death metal tout pété, et les noms des pay-per-view font film d'action des années 80. C'est vrai. Mais No Surrender, c'est un nom de show depuis très longtemps. Ah oui, bien sûr, oui, mais il n'y a pas que ça, mais même leur truc, c'était Hardcore Justice. Ouais. À la base, c'était Hard Justice, ils l'ont transformé en Hardcore Justice. Ça.
Mais Impact Wrestling d'ailleurs très intéressant à regarder, ils ont un super roster, hein, vraiment c'est. Ah oui, bah encore une fois, on n'est pas à l'époque, du podcast où c'était devenu un running gag. On se fout beaucoup de leur gueule, mais vraiment ils ont un roster très intéressant, surtout ils ont des associations très intéressantes avec NJPW. Ils font venir beaucoup de catcheurs de temps en temps comme ça sur un petit run. Genre t'as Kushida en ce moment, enfin il y a pas mal de trucs intéressants. Ouais, il y avait aussi Jay White, il y avait Jay White à un moment. Ouais, ils ont eu Josh Robinson aussi avec David Finlay, le fils de Fit Finlay. Il y a eu des trucs très intéressants. Ils ont eu Gallows et Anderson avant leur retour WWE. Je regarde pas Impact, j'ai pas trop le temps. Bah, c'est un peu pareil, Claude, mais c'est pas, je regarde pas, mais c'est pas parce que j'aime pas, c'est par manque de temps. C'est un peu comme à la MLW en fait. Pour le coup, c'est pas le programme qui prend le plus de temps. Impact Wrestling, c'est 1h30. Ça peut être cool à regarder, honnêtement. Ça peut être sympa. Ouais, mais je sais pas. Après, ils ont. Par exemple, si tu dois faire un choix, vaut mieux regarder Impact Wrestling que MLW. MLW, c'est vraiment très brouillon quand même. On sent qu'ils ont l'envie de faire des trucs, ils tentent des trucs, c'est un peu brouillon. Après, je mettrai en dernier truc à regarder, c'est NWA. NWA, c'est catastrophique. Avec Tyrus qui est champion, ça, c'est pas possible. Vraiment, c'est. Tyrus, c'est l'ancien. L'ancien Brodus Clay. Ah ouais. C'est compliqué. Parce que tu vois, Brodus Clay, déjà à l'époque de WWE, il faisait pas grand chose in ring. Ajoute-lui des années en plus et des blessures au genou en plus. Et t'as Tyrus. Bah, j'ai l'impression que la NWA a un peu perdu son côté légendaire en fait. Tu vois André le Géant sur sa fin de run. Eh ben Tyrus, c'est pareil. Ah ouais, ça pique. Ça pique. C'est compliqué. Enfin, c'est très compliqué. NWA, c'est très compliqué. Il y a des passages cool. Moi, c'est pour ça que je regarde parce que je sais que des fois, il y a des passages cool. Il y a des catcheurs que j'aime bien. Genre, ils avaient, là où j'en suis, bon, j'ai toujours mon année de retard. Là, en ce moment, il y a Dirty Dango qui est en équipe avec JTG. J'aime beaucoup. Deux anciens catcheurs WWE, donc Fandango et JTG. Et ça relance d'ailleurs un peu JTG. Ça a relancé Fandango d'ailleurs qui vient de signer à Impact Wrestling. Il y a vraiment il y a des trucs intéressants avec NWA. Vraiment, ils ont des catcheurs super cool. Il y a comment il s'appelle? Un pote de John Moxley, putain, j'ai plus le nom. Un bon catcheur là qui a une gimmick de catcheur masqué. Et c'est plutôt intéressant en vrai, il y a des trucs super intéressants, mais voilà. C'est quoi? C'est pas le mec qui est prof aussi, non? Ils se confondent. J'ai plus le nom, attends, ça va me revenir. Vas-y, meuble 2 secondes si tu veux. Je vends un 3 pièces à... Robert Anthony, voilà, c'est ça. Oui, bah c'est lui. Oui. Je savais pas, il est régulier parce que justement, il avait pas, à l'époque, il avait pas signé là. À NWA sous le nom de Sion. Il a un catcheur masqué, enfin c'est un catcheur masqué. D'ailleurs, il a affronté Homicide lors du dernier pay-per-view il est champion NWA National Champion. D'accord. Parce que justement, il avait fait pas mal de matchs à la EW pendant les étés et justement, il avait expliqué qu'il avait pas signé parce que sa carrière principale, ça restait d'être prof en fait. Ouais. Mais là, il est sous contrat avec NWA. D'accord. Je pense que le planning est peut-être plus facile, plus allégé. Et c'est un super pote à John Moxley. Et d'ailleurs, il a affronté, il y a pas si longtemps que ça, les Mortons, donc Ricky Morton et son fils Kerry Morton, qui fait du catch aussi, qui a 21 ans. D'accord. Ricky Morton, légende NWA, qui a un peu catché à WWE, si je dis pas de bêtises. Oui, il est Rock'n'Roll Express. Oui, ils ont fait un peu de WWE dans les années 80, je crois. Ouais, Ricky Morton catch encore, ouais. Incroyable, Ricky Morton, incroyable. Il fait des Canadian Destroyer à presque 70 piges. Tout va bien. Vraiment, c'est une dinguerie. Par contre, je pense que c'est un des catcheurs au niveau de ceux qui ont vieilli, c'est un de ceux qui portent le plus les années sur son visage, en fait. Oui. Ce qui rend le truc encore plus impressionnant. Ça a l'air d'être un gars super cool. Quand tu vois des photos de lui en convention ou des vidéos, il a l'air super incroyable. Il a l'air super cool. D'ailleurs, il est souvent invité sur les conventions et tout, c'est que le mec doit pas prendre très cher. Le mec, je l'ai dans ma partie TW en 87 et il catch encore. Mais le mec, en fait, je pense qu'il doit pas prendre très cher. En plus, le mec, on sent qu'il a le plaisir, en fait, je pense, de participer sur les events et de rencontrer des fans. Parce qu'il est toujours sur toutes les conventions, quasiment. Donc, enfin bref, on s'écarte beaucoup. On a une autre catcheuse Impact Wrestling qui a fait ses débuts, c'est Steph Delander, qui était connue en tant que Persia Pirota du côté de NXT, qui vient de faire ses débuts à Impact Wrestling. Et dès son premier match, elle a affronté Jordynne Grace quand même, qui n'est pas rien. Donc ça, c'est quand même pas mal. Moi, j'ai du mal avec Steph Delander, mais après, chacun son kiff. Hein. J'aime bien Jordynne Grace. Persia Pirota déjà. Comment? Non, je disais, j'aime bien Jordynne Grace. Ouais, j'ai un peu de mal, mais je comprends l'intérêt. Je comprends l'intérêt pour Jordynne Grace, mais j'ai un peu de mal. Mais après, elle a beaucoup évolué physiquement, Jordynne Grace d'ailleurs. Hein. GG à elle parce qu'elle a perdu beaucoup de poids et elle a pris beaucoup de musculature. En tout cas, GG quoi.
Davey Richards, qui pourrait devenir bientôt free agent, son contrat avec MLW expire dans quelques semaines, et ça ça peut être une très très bonne nouvelle peut-être pour pas mal de compagnies de catch. Davey Richards, catcheur absolument incroyable qui avait pris sa retraite il y a quelques années. Pour devenir pompier. Pompier, secouriste, ouais, il a fait beaucoup de trucs comme ça. Ouais. Il était pompier volontaire d'ailleurs pendant qu'il était catcheur et tout. Hein. Ouais, des mecs comme ça, j'ai beaucoup de sympathie pour eux. Super gars, franchement c'est un super gars, Davey Richards. Et dire qu'il a été marié avec Angelina Love, ça me fait mal au cul. D'ailleurs, ils ont eu un gosse ensemble. Ça me fait mal au cul parce qu'Angelina Love, c'est une grosse connasse. Ça, c'est pour la petite info au passage. Davey Richards, super gars d'ailleurs, qui avait eu un super run à Impact Wrestling à l'époque où il était avec Angelina Love. D'ailleurs, ça avait commencé en équipe avec Eddie Edwards, il y avait une super rivalité entre les deux. C'est les American Wolves. Hein. D'ailleurs, WWE est passé totalement à côté d'eux, ils avaient eu un match à NXT en tant qu'American Pitbulls. Ils étaient passés totalement à côté d'eux. Hein. Il y a eu un match à NXT, tu regardes sur W Network, tu peux trouver un match American Pitbulls. Bah, t'as aussi. T'avais Alex Shelley qui avait fait un match à NXT en équipe avec Kushida. Ouais. Bah, on a eu Kota Ibushi à NXT, hein, donc pourquoi pas. Hein. Le mec a participé au Cruiserweight Classic quand même, Kota Ibushi, donc tu sais, pourquoi pas quoi. Il y a eu des dingueries, hein. Il y a eu Justin Thunder Liger qui a eu un match à NXT, hein, donc. Oui, bah après pour Thunder Liger ou même pour Alex Shelley, c'était jamais prévu que c'était pour un run. Ce que je trouve presque étonnant en fait, c'est que WWE n'ait pas essayé de choper Great Muta pour un match, tu vois. Ils avaient Brandon Walker aussi. Ils avaient Brandon Walker quand même. La légende. Ouais. Mais je trouve ça très très étonnant honnêtement qu'ils n'ont pas essayé de choper Great Muta WWE, mais bon. Après, il va sans doute être intronisé au Hall of Fame, je pense, cette année d'ailleurs, peut-être Geiji Muto alias Great Muta. D'ailleurs, c'est marrant, mais effectivement, ils ont pas encore commencé les annonces pour le Hall of Fame. Généralement, ils font ça plus rapidement et plus vite. Ouais, je pense qu'ils vont annoncer le premier à Elimination Chamber maintenant, parce que je pense pas que je les vois pas annoncer avant. Non, parce que généralement, ils l'avançaient, si je dis pas de bêtises, ils commençaient à annoncer ça vers le. Des fois, dès le Rumble, ils annonçaient le premier nom, des fois. Ouais. Du côté de NWA, on a EC3 qui a signé un contrat. Putain, les pauvres. Quand je te dis qu'NWA, ils font beaucoup de merde. Alors, EC3, c'est plus possible. Hein. C'est depuis son départ de Impact Wrestling, c'est plus possible. Même WWE, c'était une catastrophe. C'est pas possible. EC3, c'est pas possible. Son truc là, contrôle your narrative et tout. Enfin, c'est pas possible. Non, mais j'aimais bien. Ah, c'est pas possible. J'aimais bien. Mais c'est pareil, c'est pas une gimmick que tu peux durer sur le long terme, quoi. Ah, c'est compliqué. Hein. Ça marchait bien Impact Wrestling parce qu'il y avait un lien avec le truc Ethan Carter the Third. Donc du coup ça marchait bien, mais là ça marche plus. Parce qu'il y a même plus Dixie Carter, donc ça a plus aucun sens. En fait. On est plus du tout dans le milieu du catch quoi. Enfin je veux dire donc ça a plus aucun sens. Je peux oui. D'une quelconque manière, elle sera encore impliquée, ça s'expliquerait, mais là. Ah, c'est pour ça qu'il s'appelle Isifu et puis Ethan Carter the Third. C'est pas faux, mais c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Puis il a aussi la particularité d'avoir participé au meilleur segment de tous les temps de NXT avec Fandango. Hein. Je me souviens plus de ça, putain. Alors, en gros, en fait, t'avais... Alors, je sais plus si c'était lui qui était dans la pièce ou pas, mais le segment, c'est juste... En fait, en gros, t'as un des deux catcheurs qui est dans une salle, l'autre qui ouvre la porte, qui lui fait « On fait un match ?» L'autre, il fait « Ok », et c'était ça le segment. Super. Ouais. Génial, formidable. Ouais, enfin, c'était l'époque NXT. T'as pas d'idée. C'était le NXT, entre guillemets. Genre, ça devait être la première ou la deuxième année après que l'émission était une émission de. Ça, c'est quand t'as pas d'idée sur l'explication de pourquoi il y a ce match. Bref, on va passer du côté de AEW, c'est peut-être un petit peu plus intéressant que NWA. NWA, en vrai, c'est cool. Honnêtement, moi, je vais faire un tout petit point sur NWA et après on passe à autre chose. NWA, c'est cool, c'est historique, tout ce que tu veux. Je trouve l'ambiance des shows un peu studio à l'ancienne, années 70-80, je trouve ça super intelligent, parce que ça change un peu de ce qu'on voit. Ouais. Donc c'est intelligent de passer sur un autre angle. Il y a des trucs intéressants, ils tentent des trucs, il y a des storylines qui sont peut-être intéressantes. Leur idée du catch un petit peu à l'ancienne, avec pas trop de voltige, même s'il y en a un petit peu, parce qu'ils sont quand même un peu dans l'air du temps. Je trouve ça intelligent, mais il y a beaucoup de catcheurs. Ils sont là parce qu'ils ont la popularité, et ils sont pas forcément très bons. Et je trouve des idées, genre mettre Tyrus champion, c'est... Voilà quoi. Bah après, voilà, il y a beaucoup de trucs assez cool. Voilà, c'est compliqué. Enfin, il y a des trucs très compliqués quand même, mais pour ça, voilà, ils tentent des trucs, on va dire. C'est en fait le seul moyen d'exister quand t'as des compagnies comme ça
qui sont compagnies semi-indépendantes parce qu'ils ont quand même des catcheurs sous contrat, parce qu'ils ont des contrats télé quand même et tout. Mais je trouve ça intelligent en fait justement d'essayer de se démarquer en fait parce qu'il y a que comme ça qu'ils peuvent exister quoi. Donc voilà, on va dire ils tentent. On va toujours bon mais ils tentent. On va peut-être un peu accélérer le rythme quand même des clans. On va accélérer le rythme, on va passer sur AEW, donc on a les Guns qui ont signé un nouveau contrat sur plusieurs années, les nouveaux champions tag team, qui d'ailleurs vont défendre les titres lors de l'évolution dans un four-way. J'espère qu'ils... Je sais pas trop ce que ça donne les Guns en ce moment, je sais pas leur run, je sais pas comment ça débute. En fait, ils sont méga over, ils ont une stat une hit. Ouais, ils ont une hit de malade en fait. Ils ont une grosse hit de malade. Mais bon, de toute façon, moi, comme je dis, je leur dis ce que j'ai dit la semaine dernière, pour moi, ils vont juste faire transition jusqu'au tour de FTR. C'est possible. Les Guns aussi, ils ont... non, parce que c'est les enfants Guns, donc c'est... Ah non, c'est les... Colton, ils ont commencé à catcher il y a 2 ans à tout péter. C'est Colton le plus vieux, alors qu'on pourrait croire que c'est l'inverse. Mais c'est Colton le plus vieux, il a 2 ans d'expérience, il a 31 ans. Et Austin, il doit avoir 26 ans, 27 ans, un truc comme ça. Austin, il a 28 ans. Donc, tu vois, ils ont 28 et 31 ans. C'est les fils de Billy Gunn. On parle pas des Guns originales de Billy et Bart Gunn. Il était d'ailleurs une tag team incroyable et vachement en avance sur son temps. Et d'ailleurs, Billy Gunn reste relativement impressionnant. Enfin, il est très impressionnant. Il est très fort, Billy Gunn, hein, vraiment. Il utilise vraiment bien la EW. Il l'utilise vraiment bien. Il a été sous-estimé de fou à la WWE en solo. Ils auraient pu faire un super run avec Billy Gunn. Hein. Moi, j'ai bien aimé son rôle de champion intercontinental vers 2001. Mais au début, milieu des années 90, Billy Gunn, Bart Gunn et tout, c'était incroyable. Moi, j'aimais trop. Hein. Ils étaient oufissimes. Ils étaient trop sur leur temps, en fait. En fait, Billy Gunn, Bart Gunn, à l'époque, c'est FTR maintenant. Vraiment, les mecs étaient hyper fluides dans le... Mais c'est incroyable. Si je dis pas de conneries, Bart Gunn s'est tapé un dépêche de malade, parce qu'en fait, quand ils avaient organisé leur tournoi de shoot fight... Oui, de boxe, là. En gros, à l'époque, ils avaient fait un tournoi de shoot fight, et tout le monde pensait que ça allait être... c'était le Dr. Dave Steve Williams, à l'époque, que tout le monde voyait comme gagnant le truc. Et en fait, ce qu'ils avaient totalement pas prévu, c'est que du coup, c'est Bart Gunn qui a gagné. Et ces champions ont eu l'idée de faire du coup un match de boxe contre un vrai catcheur qui était Butterbean. Et il s'est fait démonter la gueule en moins d'1 minute. Démonter, ouais. Oui, c'est ça, c'était un des deux Guns, c'est Billy Gunn qui avait la gimmick de Mr. Ass. Et maintenant Daddy Ass. Qui a fait partie de la DX, tout ça, les New Age Outlaws, tout ça. Ouais. Une légende. Pour le coup, une légende. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant. Est-ce qu'on parle de Thunder Rosa? Elle est en fin de convalescence. Putain, elle me manque. Et elle sera absente encore quelques temps quand même, mais par contre, elle revient sur les écrans en tant que commentatrice AEW en espagnol, les commentaires à la table des commentateurs espagnols. Cool, c'est déjà ça. En l'occurrence, mais qui commente en espagnol. Mais attends, c'est pas... Parce qu'en ce moment, ils ont le Spanish C'est pas Angelico, Serpentico et Luther qui sont à la table espagnole? A priori, elle sera... peut-être que Luther va laisser sa place, ou je sais pas. Hein. Parce que c'est ça leur gimmick maintenant, ils sont dans une stable sous le nom de Spanish Challenger Project. J'ai vu ça, ouais, ça me fait rire aussi. C'est marrant, c'est malin, en vrai c'est malin. Et par contre, pour la petite info liée à Thunder Rosa, j'en ai pas parlé, mais je sais que j'ai vu ça passer. T'as Tony Khan qui a fait une réunion avec le roster féminin de AEW, pardon, pour parler un peu de... parce qu'il y avait eu des problèmes aussi avec Thunder Rosa et Britt Baker notamment qui s'entendaient pas trop. Et il a fait une réunion un peu pour... en fait, où tout le monde pouvait exprimer ses ressentis. Et tout le monde pouvait se libérer et pour essayer de régler les problèmes, en fait. Pour essayer de comprendre ce qui allait pas, ce que reprochait un tel à un tel. En fait, il a fait un peu une réunion pour calmer les tensions. Fais pareil avec CM Punk, bordel. Apparemment, c'est ce qu'il prévoit de faire. C'est ce qui. Ah, bien. Et, honnêtement. Et du coup, honnêtement, franchement. C'est bien passé. En vrai, quand tu libères la parole, généralement, c'est bien. Bah ouais, juste. Écoute, je vais te dire ce que j'ai à dire. Tu me coupes pas et après, voilà, tu. Mais justement, c'est un truc qui devrait se faire. Parce que à la WWE, j'ai l'impression que t'avais beaucoup de drama et de trucs comme ça. Et là, franchement, je trouve ça vraiment intelligent. Alors après, comme on l'a déjà dit dans la première émission, notamment, CM Punk apparemment c'est pas non plus la personne la plus cool à travailler avec au monde, mais le fait que ils auraient la possibilité de... Après, CM Punk, vu la crapule que c'est, il changera pas d'après moi. C'est un peu ce que je suis en train de dire. Après, par contre, on les connaît pas vraiment. Au final, on a que les échos des news.
Et voilà, quoi. Ça a jamais vraiment marché en backstage avec n'importe quelle compagnie, donc c'est clair. Oui, bien sûr. Mais je trouve rien que le principe de dire, bon, écoutez les mecs, là, on parle et on fait quelque chose qui est, entre guillemets, constructif au lieu de partir dans des dramas, des trucs comme ça, je trouve ça super intelligent, quoi. Vaut mieux dire, en fait, quand t'as un truc sur le cœur, vaut mieux que ça sorte. Et généralement, ça va mieux après. Ouais. De toute manière, voilà. Et si tu fais dans un climat comme ça, en fait, où justement où tu libères la parole, et généralement, c'est mieux, quoi. Ouais, après... Ça marchera peut-être pas, probablement que ça marchera pas. Ouais, mais tenter, quoi, je pense. Mais le fait de, tu vois, ça peut être cool. Ça peut être très cool. Moi, le tenter, voilà, au lieu de régler ses comptes par podcast interposé, par exemple. Ouais, comme il y avait eu lieu avec Cole Cabana, CM Punk à un moment, enfin... Exactement, ouais. Exactement. Bon, après, nouveau drama, c'était horrible. Après, n'empêche que CM Punk a totalement été pas professionnel, par exemple, quand il est parti en shoot contre Adam Page, tu vois, mais bon. Ouais. C'est notre débat, on aura le temps de reparler de CM Punk quand on aura... Oui, à mon avis, ouais. Voilà, je pense que ça va beaucoup buzzer au moment où on va commencer à avoir le retour pointé du doigt, enfin pointé ouais. bout de son œil, bout de son nez, le bout de ce que tu veux. On a Christian Cage qui a fait son retour sur les écrans de AEW cette semaine lors de Dynamite, justement en attaquant Jack Perry, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Jack Perry qui a affronté Brian Cage, c'est ça, oui, bah Cage et Cage du coup. Je sais pas s'ils vont faire une association du coup, Cage et Cage, en vrai ça pourrait être intelligent. Pourquoi pas, hein. T'avais Brian Cage justement il y a quelques années qui avait posté il aimerait bien faire un cage match avec Christian Cage avec en commentateur spécial Nicolas Cage, enfin il avait tapé un délire comme ça qui m'avait fait marrer. T'as Claude qui dit je trouve qu'il devrait y avoir un mec en backstage qui est là pour faire la réunion, des trucs pour tisser entre liens entre les catcheurs. Bon, en vrai ils ont quelqu'un qui est censé chapeauter les relations entre les talents et tout, hein. Oui mais après c'est pas... Non, mais je veux dire, il y a quelqu'un qui est censé faire ça déjà. T'as déjà quelqu'un qui est censé s'occuper des relations de talent et tout ça, donc normalement c'est son rôle. Hein, Bah c'est pas un peu le job de Chris Daniels d'ailleurs. C'est possible. Du côté de WWE, ça doit être William Regal qui fait ça en ce moment, je pense. Ah il est de retour, ça y est, il a signé avec eux. Ah ouais, je suis pas sûr, mais c'est peut-être le rôle qu'a William Regal en ce moment, parce je sais qu'il traîne beaucoup en backstage, et je me demande si c'est pas le rôle qu'il a. D'accord. Je me demande si c'est pas ce rôle-là qu'il a, William Regal, en ce moment, et c'est plutôt intelligent d'ailleurs s'ils ont mis William Regal dans ce rôle-là, parce que je pense que justement c'est un mec qui a tellement vu de choses, et je pense qu'il peut être très, très bon négociateur, très bon ouais. Pour apaiser les tensions et tout, je pense que... Ouais, effectivement, ouais, c'est vrai que ça peut être bien, ouais. Ça peut être intelligent. Du coup, toujours du côté de AEW, il nous reste 4 petites infos, ça va aller assez vite, hein, t'inquiète pas. Okay. Dans 10 minutes, grand max, on a fini. Ok. On a Chris Jericho qui a déposé la marque Jericho, ça va quand même t'étonner. Il a déposé la marque Jericho le 13 février, donc la veille de Saint-Valentin. Jericho, c'était le nom de l'équipe Chris Jericho Big Show en 2009-2010. Oui, exact, oui. On a oublié. Je pense que pas mal de monde a oublié que Chris Jericho et Big Show ont eu un run en tag team assez énorme. Ça a pas duré longtemps, mais c'était plutôt cool. Bah, c'est dans ce match-là où Chris Jericho a failli se flinguer. Je crois que c'était genre un TLC match ou un truc du style et il y avait un problème de placement. Big Show pour décrocher les ceintures, il a failli se casser la gueule, enfin il a fait ça. Non, t'avais un truc en fait où il était censé... En gros, il me semble qu'il était censé être envoyé à travers une table. Et si je dis pas de conneries, en fait, ça aurait pu très mal finir en fait et il a réussi à se rattraper. J'ai plus le truc exact en tête, mais bon, après, ce genre de truc arrive souvent dans les matchs de toute façon, hein, qui manquent de se buter. Ouais, donc, c'est les risques du métier, on va dire. Dans un vrai gros match de catch, je pense, si tu passes pas près de la mort au moins une fois, c'est que t'as pas donné tout ce qu'il fallait. Ça dépend de ton style de catch, en fait. Parce que t'as effectivement ce genre de truc avec les entre guillemets, depuis l'avènement de l'indie. Mais à l'époque, c'était Bret Hart qui disait dans son documentaire... Donc attends, en VO, c'était Wrestling with Shadows, et en VF, c'était Bret Hart Gentleman Catcher, où il expliquait qu'en fait, si t'étais un bon catcheur, à la fin de ton match, tu devais certes être crevé comme un footballeur qui aurait fait un match de mi-temps de 45 minutes, mais que tu devais pas être blessé, en fait. Mm-hmm. C'est un peu le style de catch de The Miz, tu vois, c'est le style qui est vachement safe. Ouais. Où t'as Joey Legend aussi, qui est très, 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 très bon dans ce style de catch. Mm-hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Le mec qui a fait... c'est Necro Butcher, c'est pas faux. Ouais, mais vu son style de catch aussi, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Tu peux ajouter Mick Foley à la liste. Le nombre de blessures de Mick Foley est incroyable. Vraiment, c'est... En fait, t'as plusieurs styles de catch, et effectivement, le catch... Oui. Comme mon avis, il a failli mourir 50 000 fois. Sabu a failli mourir 50 000 fois. Edge, hein. Edge, sa blessure à la nuque, c'est à cause de tout... Et pourtant, il a pas fait de deathmatch, mais c'est à cause de tous les TLC qu'il a tapé, hein. Ouais.
Ah, puis les spires de haut des échelles et compagnie, quand tu tombes, même si tu tombes pas sur la tête elle prend un coup quand même. Ouais. C'est voir Chris Benoit, malheureusement, les coups de chaise à la tête, les diving headbutt, voilà, au bout d'un moment. Mick Foley, c'est quand ils ont fait l'autopsie, quand même, le mec avait, il avait quoi? Il avait 45 piges et il avait le cerveau d'un mec de 70 piges, quoi. Ouais, puis sans compter les médicaments et les trucs assimilés que tu prends. Mick Foley, c'est un catcheur qui aurait mérité bien plus que ce qu'il a eu. Bah écoute, au final, quand tu regardes, le fait qu'il ait été champion WWE 2-3 fois, je crois, ouais, c'est un miracle. Hein. Le mec, justement, c'est un des rares catcheurs qui avait pas le format WWF et qui a explosé malgré ça, quoi. Un peu comme Rey Mysterio, mais à l'échelle, on va dire. Il avait une gimmick aussi. Le problème de Mick Foley, c'est qu'il a souvent eu la gimmick du gars un peu psychotique. Et du coup, tu peux pas le mettre dans toutes les storylines. Et généralement, quand tu le mets dans des storylines, c'est des storylines qui durent sur 3-4 mois parce que justement, c'est très, très jeu mental et tout. Donc ça s'installe sur le long terme, un peu comme Bray Wyatt. Tu sais, c'est des trucs qui durent très longtemps. Un peu comme l'Undertaker, hein, au final, même si l'Undertaker a eu beaucoup de titres, mais parce que il a une très longue carrière. Mais tu vois, c'est des trucs jeu mental, donc ça s'installe sur le long terme. Après, là, Claude, tu dis un King of Hardcore. J'ai l'impression, et c'est pas un reproche, hein, mais j'ai l'impression que t'es un peu. La dernière fois, tu nous vantais un peu les trucs de l'attitude d'Era. Je pense que t'as un peu une image d'Épinal de certains trucs, en fait. Je pense que Mick Foley, c'est loin d'être du hardcore, hein. C'est violent, mais c'est loin d'être du hardcore. Hein. Bah après, il a quand même tapé des putains de deathmatch au Japon, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression. Je me trompe peut-être, hein, et c'est pas du tout dédaigné encore une fois, mais je pense que t'as pas vu beaucoup de ces matchs, en fait. Tu vois, c'est un peu. Si tu veux du vrai hardcore, faut regarder les deathmatch CZW, les deathmatch BJW, Big Japan, les deathmatch à la IWA, Midsoft. Mais c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Pour moi, c'est même. Deathmatch, quoi. Oui, mais c'est pas. Enfin, tu vois. Après, c'est con, c'est qu'effectivement, à un moment, t'as commencé à avoir une espèce d'escalade associée un peu avec l'avènement des indies américaines. Mais non, je pense que t'as un peu une image fantasmée de tout un pan. Après, Mick Foley est incroyable. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Mick Foley, c'est le genre de mec où beaucoup lisent la vie sur Internet, et la vie sur Internet, effectivement, c'est qu'il a peut-être pas eu tout ce qu'il méritait. Mais au final, je pense que tu vois, c'est plus. En fait, dans ta tête, tu fais le cheminement, et au bout d'un moment, au lieu d'avoir l'idée par toi-même, bah, tu assimiles ce que t'as vu sur Internet, en fait. Surtout que. Ce qu'il faut retenir de Mick Foley, c'est qu'avant d'être un hardcore, un mec qui a fait des matchs hardcore, c'est avant tout un très bon catcheur. Donc, c'est pas le cas de tous les catcheurs hardcore d'ailleurs. Hein. D'accord, Claude, d'accord. Il y en a certains, si tu les enlèves des matchs où il y a des chaises, des punaises, des barbelés et compagnie, c'est des catcheurs dégueulasses. Hein. Ouais. Bah, justement, le mec qui est méga polyvalent, et je pense que c'est pour ça qu'il a fini par exploser, c'est Moxley. Hein. Ouais, voilà. C'est un très très bon exemple. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu on peut citer Danny Havoc, qui malheureusement est décédé depuis, parce que bah pareil, hein, souci mental et tout ça. Danny Havoc ? L'histoire de Danny Havoc. Ah ouais, Danny Havoc, ouais. Ah non, je confonds avec Jimmy, c'est pas le même, d'accord. Non, Danny Havoc, catcheur incroyable, hein, vraiment. D'accord, ok. Catcheur incroyable, qui a fait beaucoup de hardcore, il est mort à 34 ans. On avait aussi le cas avec à la CZW, c'était... merde. Il y en a quelques-uns comme ça qui ont fait beaucoup de hardcore et qui sont quand même des catcheurs incroyables. Il y en a quelques-uns. Mais Danny Havoc, un très très bon ami de John Moxley d'ailleurs aussi. Hein. Et en fait, Danny Havoc, ce qui s'est passé pour la petite histoire, après on va enchaîner. En fait, le mec a perdu sa femme dans un accident de voiture et ça s'est pas bien passé pour lui après, quoi. Psychologiquement, il était détruit, quoi. Ouais, malheureusement, il y a beaucoup de grosses tragédies. Après, je pense qu'en plus, le rythme de vie que t'as quand t'es catcheur, je pense que quand t'as des soucis de santé mentale... Quand t'es catcheur indépendant, en plus, c'est peut-être encore plus compliqué parce que tu voyages beaucoup à droite, à gauche. D'ailleurs, sa femme a eu une crise cardiaque, c'est pas un accident de voiture, merde. Avant de dire des bêtises. Et Danny Havoc est mort aussi d'une crise cardiaque, mais je pense que lui, c'est pas accidentel. Il a eu des problèmes de drogue et tout. Il a sombré, quoi. D'ailleurs, j'ai beaucoup regardé sur les CW, mais que je trouve que c'était pas mal, le CW. Après, c'est pareil, la CW, en gros, t'as quand même eu deux périodes. T'as eu la première période du début à mi-97. Bah non, en fait, quand tu regardes, généralement, c'est ça. T'as la première période jusqu'à mi-97 qui était d'une certaine façon. Et après, la CW... encore avant. Ouais. T'as la période où c'était Eastern Championship Wrestling avant que ça devienne Extreme Championship Wrestling. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pareil, la CW, t'as vraiment eu deux grosses périodes pour moi. Oui. En tant que Extreme, puis je compte pas la période WWE, bien évidemment. Plus que ça, parce que t'as la période avant leur relation avec WWE.
t'as la période invasion avec WWE où ECW existe encore, et après t'as la période WWE ECW qui est encore une autre époque. Dont on ne parlera pas. Ouais, la période, c'était NXT avant l'heure en gros. Hein. Oui, en fait, ça aurait été bien si ça s'appelait pas ECW, quoi. Ouais, mais en gros, c'était. Mais genre, à l'époque, c'était complètement pété. Genre, ils avaient un personnage de zombie parce qu'ils avaient un contrat avec la scène sci-fi, et dans le contrat avec la scène sci-fi, c'était spécifié qu'ils devaient avoir un personnage de. Et par contre, oui, après, si tu regardes après coup, à la ECW de cette époque-là, c'était les mecs qu'ils avaient en développement à OVW qu'ils envoyaient à ECW avant de les foutre à Raw ou à SmackDown. Donc, c'était à peu près la même idée. Hein. Ouais, bah oui. Mais enchaînons. Moi j'ai regardé un peu de ECW avant que ça devienne extrême, donc avant 1993, avant que t'aies Paul Heyman qui relance la machine, on va dire. Et Eastern Championship Wrestling à la base c'était une compagnie indie américaine basique des fins des années 80, début 90 quoi. Alors, il y a eu beaucoup des clans. J'ai 2 Gremlins enfermés dans ma chambre, donc il faudrait qu'on avance un peu. Ça va aller assez vite. Ok. On a le show TV de Ring of Honor qui fera son retour dès le 2 mars sur Honor Club, on en avait parlé rapidement. Oui. Les tappings auront lieu le 25 et le 26 février, donc dans 10 jours, enfin 9-10 jours. Du coup, retour dès le 2 mars, donc si vous voulez vous abonner sur Honor Club pour regarder la Ring of Honor, n'hésitez absolument pas. Sachant que vous pouvez également voir les anciens shows, donc c'est l'équivalent du W Network, mais pour la Ring of Honor. Avec moins de contenu quand même, pour être honnête du coup. Ah bah, il y a moins de contenu sur Ring of Honor, évidemment. Mais je sais pas s'ils ont tous les shows déjà en ligne ou s'ils sont en train de les upload au fur et à mesure. Mais en tout cas, je sais pas, c'était un peu chelou à l'époque quand j'avais. Il y avait un truc genre t'avais pas les pay-per-view en direct avec que les shows TV. Enfin, c'était assez bizarre. À l'époque, ils avaient un business plan assez bizarre. Mais ça remonte, hein, c'était il y a quelques années. Je suis encore pas sûr qu'ils auront les pay-per-view en direct, mais ils ont peut-être genre un mois après ou un truc ça. Hein. Ouais, mais bon, c'est moins. Je trouve que dans le catch, je regardais les émissions différées, sauf si justement tu te mets vraiment dans l'optique de mater des shows en différé, mais je trouve que ça a aucun intérêt. Ah ouais, mais moi je suis en retard de ouf, donc je les regarde en différé en ce moment. Oui, bien sûr, mais c'est comme j'ai dit, le problème, enfin surtout quand tu fais, comme on fait l'émission, honnêtement, je me verrais pas commenter sur des trucs que j'ai pas encore vus, tu vois. Après, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne plus ou moins, parce que toi tu fais les news et puis je me contente de faire les reacts et de balancer des vannes de merde par-ci par-là, mais je pourrais pas. C'est pour ça que quand on a décidé de relancer l'émission, ça fait quand même quasiment 1 an qu'on en parle, hein. Je me suis dit, je regarde les shows, tu vois. Et là, ça se trouve, je dis ça, et puis peut-être qu'avec la force des choses, je vais aussi me mettre au show Ring of Honor et au show Impact. Ouais, mais moi je pense que je regarderai, mais il faut que je rattrape tout mon retard, quoi. Ouais. Voilà. En fait, moi, ma méthode, si jamais il y a ça qui arrive, c'est je zappe tout ce que j'ai de retard et je reprends au point où j'en suis. Ah ouais, non, moi là, non, mais je zappe pas une année complète, là, c'est mort. Hein. Je vais rattraper, hein, ça va prendre le temps, mais je vais rattraper. Hein. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rattrape 2 semaines chaque semaine pour mettre une année pour être à jour, quoi. Ouais, enfin, ça fait quand même pas mal de temps, quoi. Non, mais c'est encore une fois. On verra. Ouais. S'il faut, dans 1 mois de podcast, je dirais, j'ai 1 mois de plus de retard. C'est. Non, mais de toute façon, j'ai un plan B, hein. Je trouverai quelqu'un d'autre pour faire les news au cas où c'est pas un problème. On parle de Japon. 2 petites infos du Japon, d'ailleurs, qui sont un peu liées avec la WWE, vite fait. On a la fin de l'aventure au Japon pour Jay White, qui a perdu un Loser Leaves Japan match lors de The New Beginning in Osaka de NJPW, donc un show qui a eu lieu la semaine dernière. Jay White, il doit encore affronter Eddie Kingston lors de NJPW Battle in the Valley le 18 février. Ça, c'est un show qui a lieu aux États-Unis. Le show d'ailleurs où il y a Mercedes Moné, aka Sasha Banks, qui va affronter Kairi pour le titre féminin de NJPW. Okay. Du coup, voilà, on a encore Jay White qui a quand même encore un match avec NJPW, mais ce sera sur le sol américain. Et a priori, son contrat NJPW se termine juste après ça, ou très peu de jours après. Et on parle d'une arrivée de Jay White du côté WWE, ça buzz beaucoup depuis quelques temps. D'ailleurs, on en parlait déjà au moment du Rumble. Possible aussi d'un Jay White du côté d'AEW, parce que il y a eu déjà des rapprochements. Et possible d'un Jay White aussi du côté d'Impact Wrestling, puisqu'il y a déjà catché en étant catché à NJPW. Donc, en fait, Jay White signera dans une des 3 promotions très prochainement. Il y a quand même de fortes chances. En vrai, franchement, je trouve que n'importe dans laquelle des 3, ça pourrait aller, quoi. Après, je sais pas, je suis peut-être plus curieux de voir ce que ça pourrait donner à la WWE, parce qu'en fait, à chaque fois, que ça soit à la Impact ou à la AEW, t'as toujours un peu ce côté promotion qui met vachement en avant les clans, en fait. Ouais. Tu vois. Et je serais curieux plutôt de voir ce qu'ils pourraient faire à la WWE, du coup. Je sais pas du tout. Le problème, c'est que je sais qu'à Impact Wrestling, il arriverait en top mid-card minimum. À AEW, il serait... c'est bouché quand même, hein. Il y a quand même beaucoup de monde, donc c'est compliqué.
Je me dis que peut-être ajouter un catcheur up mid-card de plus, ça va être compliqué parce qu'il y en a quand même beaucoup. C'est dur à faire une place. Et du côté de WWE, je me demande en fait dans quel rôle il pourrait arriver, s'il le mettrait en up mid-card, en mid-card, en low-card. Enfin, low-card peut-être pas, mais je pense qu'en WWE, il serait assez rapidement en mid-card. Bah après c'est comme d'hab, tout dépend enfin comment dire, de ce qu'il rapporte en arrivant en fait. Parce qu'il peut très bien arriver en mid-card et puis cartonner comme un malade et se retrouver main eventer un an plus tard. Jay White, c'est huge, hein, Jay White. Hein, il a été champion NJPW, il a été leader du Bullet Club jusqu'à il y a très peu de temps. Enfin, c'est quand même assez huge. Hein. Oui, bah justement, donc à voir. Tu peux pas, si le signe, il va pas passer par NXT. Hein, le mec va arriver direct à WWE. Hein, c'est comme l'arrivée des J Styles. Hein, c'est presque aussi gros. Hein. Oui, mais justement, c'est ça que je dis, tu vois. Ça se trouve, il va arriver en mid-card. Edge Styles, quand il est arrivé, il était pas censé être main eventer, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, Edge Styles. Même Vince McMahon, même d'ailleurs, ça avait été plus ou moins sorti, qu'avait été étonné qu'Edge Styles ait autant de réactions en fait. Il se disait presque Vince McMahon, c'est qui ce gars-là, quoi, presque. Tu vois. Mais Vince McMahon, il a aucune. Tout le monde l'attendait. Enfin, le mec, il savait même pas qu'il avait déjà embauché Luke Gallows, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est au bout d'un moment. Luke Gallows est revenu, il fait putain, mais c'était, on l'avait déjà lui sous contrat, oui, c'était Festus, c'était. Ah d'accord. Ok. Je savais pas. C'est voilà. Enfin, non mais pour dire, bah, si tu fais bien ton taf, généralement ça marche. Oui, voilà. Oui. Mais après, voilà, des fois, t'as des trucs qui fonctionnent pas. C'est Triple H à l'époque qui avait fait une promo. Je crois qu'il avait fait la promo contre CM Punk, justement, qui était un peu censé le. En gros l'idée, c'était Punk qui lui avait sorti un truc genre qui faisait rien pour mettre les talents en avant. Et il y a des noms dont on ne parle pas sur cette chaîne, Claude. Et du coup, t'avais Triple H qui disait ouais bah oui, effectivement, des fois je mets pas les mecs en avant, des fois je dis des mecs qui y arriveront pas. Et là le mec en question c'était John Cena, tu vois. C'est ça sa promo. En gros c'est pour démonter CM Punk. Mais le truc c'est que des fois t'as des mecs tu sais pas pourquoi ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, tu vois. C'est un peu comme l'informatique, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ouais. Dernière petite info liant peut-être NJPW et WWE. C'est Tama Tonga, justement, on parlait du Bullet Club. Tama Tonga, membre du Bullet Club. Je sais plus s'il y a encore d'ailleurs, il me semble que oui, parce qu'il y a un match justement Impact Wrestling avec, justement avec les Guerrillas of Destiny. Ils sont estampillés Bullet Club, donc oui. Tama Tonga qui a indiqué en interview avec Yahoo Japan que la WWE veut le signer et qu'il pourrait être tenté par l'aventure. Et comme je le disais, les Guerrillas of Destiny, donc Tama Tonga et Tangalore, ont actuellement un run avec Impact Wrestling. Avec Chris B, Ace Austin, tous ces trucs-là. Ace Austin, je crois qu'il est plus d'ailleurs dans le Bullet Club, si je dis pas de bêtises. Faut peut-être que je dis des bêtises parce que j'ai eu tellement de retard que. Enfin, en tout cas, dans l'idée, c'est ça. Ils sont actuellement dans un run avec Impact Wrestling. Mais c'est des mecs, je trouve qu'ils sont peut-être un peu tard pour les signer en fait. Hein. Pour certains. En fait, il y a eu un gros buzz Tama Tonga, Tangaloa à l'époque où ils ont eu une rivalité avec les Briscoe. Il y avait eu un gros buzz sur eux à ce moment-là, et je trouve que le buzz est peut-être un petit peu... Bah, d'ailleurs, le buzz NJPW, le Covid a fait très très mal à NJPW. Ouais. Il y a eu le buzz NJPW à l'époque des Okada, Shibata, Omega, tout ça. C'est énormément retombé depuis le Covid. Ils sont en train de s'en relever, là. Mais donc... moi, par exemple, c'est exactement pour ça que j'ai arrêté de les suivre, tu vois. J'ai arrêté de suivre la NJPW, bon maintenant ça remonte et c'est il y a quand même des années, mais c'est genre quand ils ont entre guillemets perdu conséquemment Omega et puis Kushida, tu vois. Ah ouais. C'est là où... Alors qu'il y a encore des mecs... Okada, franchement, je marque à donf pour lui. Hein. Okada, je marque à donf. La Inger Blonabes del Japan, putain, c'est imprononçable aussi. Mais ouais, effectivement, ils avaient plus assez de... Naito, il est incroyable. Ouais. D'ailleurs, je vais peut-être commencer un de ces quatre, les jeux Yakuza, parce que je sais que dedans, tu as Naito, Okada, tout ça qui apparaissent. Ouais, et t'as notamment aussi dans Tekken 7 les habits Bullet Club aussi, par exemple. Ah, classe. Tu peux avoir le masque que Marty Scurll avait, bon, on parle pas des... Voilà, mais parce que c'était l'époque où Marty Scurll n'était pas encore grillé. Et je sais pas si tu te souviens, tu sais, du masque de Oui, bien sûr. De l'époque de la peste et tout, là. Black Doctor, oui. Et il y a ce masque-là dans Tekken. Oui, mais après, c'est pas forcément par rapport à lui. Si, là, c'était lié parce que t'as toute la tenue, en fait, Bullet Club. D'accord. Donc voilà. Mais du coup, ouais, non, le buzz NJPW est quand même pas mal retombé. Et c'est malheureux parce qu'en fait, Jay White, il est presque passé... ça a beaucoup marché, en fait, mais il est presque passé quasiment au travers, en fait, à cause de ça. Mais malheureusement, c'est comme ça, quoi. Tu pouvais pas contrôler le monde. Ouais.
C'est un peu triste et c'est un peu dommage. Donc voilà, du coup Tamatonga, je sais pas trop quoi en penser. J'attends de voir. C'est vrai que je regarde plus trop JPW à cause de mon retard, donc du coup je sais pas trop ce que ça donne en ce moment, quoi. Mais voilà, je sais pas si c'est vraiment pertinent. Ça me rappelle un peu, il y en avait qui avaient dit ça à l'époque, avant quand je lisais encore les sites de news, ce qui est plus le cas parce que j'aime pas quand quelqu'un est censé me dire que j'ai aimé un show qu'il est censé m'expliquer que c'est de la merde. Mais en gros, il disait que la hype du Bullet Club, le Impact Wrestling avait 5 ans de retard dessus, facile quoi. Donc voilà. En tout cas, moi j'encourage beaucoup de monde à regarder Impact Wrestling. Ça c'est pour le petit conseil, parce que c'est vraiment pas mal. Ok. Malgré que j'ai mon année de retard, mais voilà. Mais les mois où j'en suis, en tout cas, c'est vraiment pas mal. Et je sais qu'en ce moment, c'est pas mal aussi. Et d'ailleurs, vu les talents qu'ils ont sous contrat, ça peut être que pas mal en vrai. Dernière petite news de la soirée. Et ben on a terminé. Eh ben magique. On a terminé pour la journée. Eh ben magique. Écoutez, comme d'habitude, on vous dit merci d'avoir regardé, que ce soit en live ou en différé. N'hésitez pas à partager les numéros autour de vous. Surtout, je pense, à mon avis, vis-à-vis de la chaîne de Declan. Samedi soir à 20h, normalement. La semaine on a mis 20h30, mais voilà, en gros, c'est 20h. De toute façon, on a toujours les mêmes méthodes, donc tu gardes ce dont on avait parlé, comme ça, j'ai pas besoin de m'en occuper. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook aussi. Sur Facebook, il faut taper Podcatch News, sachant que Facebook, pour changer le nom d'une page, c'est de la merde, et puis que j'ai décidé de garder la page de l'époque, histoire de pas avoir besoin de refaire une base de viewers. Et puis, matez du catch, peu importe que ce soit du catch actuel ou ancien. Matez des trucs, matez des films avec des catcheurs, parce que c'est très marrant des fois. Et puis, quand vous allez aux toilettes, pensez bien à tirer la chasse d'eau. Et lavez-vous les mains après aussi. Oui, surtout, oui. C'est très important. C'est très important. Car la gougoute est l'ennemi du slip. Allez, à très bientôt les amis. À plus les gens.